Alors, troisième épisode de notre série dédiée au tennis universitaire aux États-Unis d'Amérique en partenariat avec la French Touch Academy. On a commencé avec son directeur Charles Offray, qui a envoyé environ 900 joueurs et joueuses étudier outre-Atlantique avec une bourse à la clé. On a enchaîné avec Paul Collin en direct de l'université de Central Florida pour avoir le profil d'un joueur au micro. Et on reçoit Antoine Ledoré aujourd'hui, directeur de la section tennis chez Elite Athlete Agency, qui est le partenaire de la French Touch Academy dont nous parlait Charles Offray. C'est donc toi, Antoine, qui négocie les bourses et déniche les bonnes universités pour les bons profils, entre autres. Mais avant d'aller plus loin, Antoine, comment va? Ben écoute, plutôt très très bien. Merci de me recevoir et top qu'on puisse échanger enfin. Ouais, clairement, très clairement. Je crois que tu as du lourd à nous raconter parce que ça fait, t'entames ta cinquième année avec Elite. Tu me disais juste avant que vous aviez envoyé plus de 1500 joueurs et négocié des millions de dollars de bourses pour les universités. Donc, pour commencer les pieds dans le plat, comment on fait? C'est quoi tes techniques à toi pour aller chercher un maximum de bourses et permettre à des joueurs, des joueuses de tennis français, pour la plupart, j'imagine, de partir le cœur léger et le porte-monnaie toujours bien rempli? Parce que je crois que ça coûte très très cher de partir aux US. Est-ce que tu peux commencer là-dessus? Ouais, carrément. Alors, je sais pas s'il y a une technique particulière pour dégoter la meilleure bourse. Je pense que dans un premier temps, c'est surtout de bien connaître l'athlète, le joueur et la joueuse de tennis et sa famille, parce que c'est vrai qu'il y a forcément beaucoup d'attentes. Beaucoup de critères que tout le monde attend sur ce projet US et que forcément tous les profils ne peuvent pas prétendre à la même chose. Donc forcément une grosse connaissance du profil, beaucoup échanger avec eux, avoir une relation très proche avec les athlètes. Et ensuite c'est forcément d'aller chercher la meilleure opportunité en respectant les critères académiques, sportifs, financiers, parce qu'il faut être capable de pouvoir parler d'argent de manière très très simple, parce que l'argent est un gros facteur sur ce projet universitaire. On le sait, Charles l'a dit, on le dira jamais assez, les universités américaines coûtent très cher, entre 30 à 70 000 dollars annuels. Et pour diminuer les coûts, il faut avoir des capacités à vendre les athlètes et surtout ne pas mentir aux joueurs, parce que aujourd'hui, tout le monde ne peut pas aller à Stanford, à Harvard, à UCLA, et il faut être capable d'être très transparent. Voilà, je pense que c'est surtout ça la clé. Et pas mentir aux joueurs, mais pas mentir dans l'autre sens aux coachs, aux universités, parce qu'en fait, toi, tu es l'intermédiaire. Et derrière, si tu te brouilles avec un coach qui te dit, attends, mais le niveau, là, c'est quand même moyen, je lui ai filé tant de bourses, c'est aussi compliqué dans l'autre sens. Tu peux nous expliquer la double casquette que tu as et le type de relation, du coup, que tu Mhm. entretiens avec les joueurs et de l'autre côté, les coachs? Bah, je dirais que tu te fais ta réputation en fonction des premières années que tu fais dans ce métier. Et tu soulèves un point qui est quand même très important. On peut faire un one-shot sur un joueur à choper un truc de dingue à un prix défiant toute concurrence. Mais derrière, le coach qui t'appelle au bout de 2 semaines en disant c'est quoi ce touriste que tu m'as envoyé? Tu m'as dit qu'il était -4 et puis au final, il joue 4-6 quoi. Donc, Hmm. on peut pas malheureusement s'amuser à faire ça parce que derrière, on a le retour du bâton direct et forcément derrière les coachs ne bossent plus avec toi. À savoir une chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de coachs qui aujourd'hui détestent travailler avec des agences, des agents. Ils détestent ça, ils préfèrent faire leur propre recrutement. Et pour avoir échangé avec certains des grands noms des grosses universités, ils ont un ou deux agents avec qui ils bossent dans le monde et puis derrière ils font leur propre recrutement seuls parce qu'ils n'ont plus confiance en ces agences qui survendent et qui disent exactement tout ce que les coachs veulent entendre. Et puis au final, c'est surtout ce qu'il faut pas faire. C'est être transparent. C'est dire oui, le joueur il est zéro, mais ouais, il a perdu à 2-6 la semaine dernière, mais il y a un gros potentiel. Mais c'est d'être transparent et d'essayer de se mettre à la place du coach parce que sinon derrière le coach il vire le joueur un an après et puis on se retrouve avec le joueur à transférer. Donc il faut faire attention à ça. Et qu'on comprenne bien combien d'universités, combien de coachs en tout aux États-Unis, si tu peux nous faire un petit état des lieux Oh, rapide. il y a entre, allez, pour faire très très large, entre 2000 à 3000 universités aux États-Unis, des programmes très compétitifs. J'ai envie de dire qu'il y en a 300, 400, vraiment, où c'est très compétitif. Après, oui, il y a différentes divisions, il y a différents niveaux de jeu. Forcément, les meilleures universités sont en D1, c'est certain. Quand on parle de division, on parle uniquement de niveau sportif. La D1, la D2, la D3, hein, avec les spécificités de chaque division. Mais voilà, grosso modo, 350 programmes, 350, 400 programmes très compétitifs. Et autant de coachs.
Mais tu as quand même un assistant coach, mais au final, tu deals qu'avec le coach, le head coach. C'est ça, ouais, exactement. Souvent, tu as l'assistant coach qui vient récupérer les infos, qui fait un peu la partie administrative du head coach. De décisionnaire, c'est toujours le head coach. Dans certaines facs, tu as un head coach qui gère hommes et femmes. Dans les plus grosses facs où il y a plus de budget, tu as un head coach pour l'équipe homme, un head coach pour l'équipe femme avec leur assistant coach. Une nouvelle règle vient d'être déterminée dernièrement, c'est qu'il va y avoir un troisième assistant coach qui va être rémunéré. Ils avaient un volunteer coach, un graduate assistant, qui est un étudiant qui peut aussi aider. Donc c'est vrai qu'ils mettent quand même beaucoup de moyens pour qu'il y ait un staff qui soit intéressant. Après, comparer la D1, la D2, c'est quand même deux mondes différents euh, et il faut en avoir conscience. Et justement, tu dis chaque division, ses spécificités. La Mhm. D1, je crois deviner que c'est bah, l'élite, la crème, on va dire. D2, D3, enfin, dis-moi si c'est autre chose, mais D2, D3, c'est quoi du coup les spécificités? Écoute, la D1, c'est vrai qu'il y a du très très lourd. Les plus grosses infrastructures, les campus avec le plus d'étudiants, avec les plus gros budgets. La D2, le top 10, top 15 D2 en hommes et femmes, ça joue négat, hein, ça joue très très fort. Typiquement, Indianapolis, Barry University, c'est des facs où devant ça joue -4, -15 chez les mecs et pareil chez les nanas, donc c'est aussi très costaud. Mais les spécificités, c'est clair et net, c'est une question de budget, c'est une question d'être capacité d'avoir les meilleurs joueurs, les plus attractifs et d'avoir forcément le niveau de compétition le plus intéressant. Et il est Et, clair et net que c'est en D1 que c'est le plus challengeant, même si la D2 est aujourd'hui très très intéressant et très compétitive. et pour autant, c'est décorrélé de la taille de l'université. J'ai l'impression, parce que moi j'étais à Troy University, qui est une Mhm. micro université de 10 000 étudiants par rapport à d'autres qui sont mastodontes. Qui était en D1. Et comment on explique la différence de budget d'une université à une autre en décorrélant du coup le nombre d'étudiants qui est pas forcément représentatif de d'où viennent les fonds, quoi. Alors, t'as une chose qui est très importante à savoir, et tu le sais, c'est tu as des facs publiques, tu as des facs d'État et tu as des facs privées. Ça, c'est une chose. T'as les facs privées, souvent, tu as moins d'étudiants. Tu as quand même des étudiants qui payent un peu plus cher aussi. Tu as aussi, bien évidemment, le côté sponsoring. Tu as des marques qui investissent beaucoup d'argent. Tu as les droits télé qui mettent aussi beaucoup d'argent sur la table pour aller avoir les images des plus grosses équipes de basket, de baseball, de football américain. Et on va pas se mentir, c'est ces sports américains qui rapportent le plus d'argent. Quand tu as un stade de 100 000 personnes, un stade étudiant, hein, bien évidemment pour un sport étudiant de 100 000, 110 000 personnes, c'est aussi ça qui fait les finances de l'université. Et c'est d'ailleurs avec cet argent-là que tu as les plus belles infrastructures du pays. Et quand on dit qu'il y a des stades aux États-Unis en université américaine où il y a plus de 100 000 place, quand on sait que nous, notre stade le plus grand, c'est le Stade de France qui est magnifique, hein, mais qu'on fait 80 000, c'est vrai que c'est quand même quelque chose, quoi. C'est Ouais, quelque chose de mon appart. c'est lunaire. Et pour bien qu'on comprenne, quand tu es en D1, j'ai pas l'impression que tu descendes et que les universités de D2 peuvent monter en D1. Même chose pour les D3. Enfin, c'est bien ça, il n'y a pas de montée et de descente particulière. Comment Ouais. ça fonctionne du coup ce classement? Alors, à savoir une chose, c'est par rapport à la D3, c'est que la D3 est intéressante parce que c'est vrai qu'il y a un niveau qui peut être intéressant. Maintenant, il n'y a pas de bourse sportive, il y a que des bourses académiques. Donc, tu vas D'accord. vraiment avoir plus via ton dossier académique ou alors pour jouer parce que tu as aussi les moyens de te permettre de compléter la bourse qui est pas complète. Mais il n'y a pas de bourse sportive. D1, D2, en fait, comment dire, c'est comment tu décorrèles comment dire, tu peux couper ou pas ou tu coupes jamais? Ouais, je peux, mais faisons comme si je coupais pas. Repose-moi ta question, juste que je me perde pas sur ta question. Ouais, juste pour bien comprendre, en fait, c'est pas comme en Ligue 1, par exemple, où les Exactement, ouais. clubs de D2 Montée peuvent descente. monter en D1 et vice-versa. Ouais. Qu'est-ce qui fait que il y a un classement des meilleures universités en D1, que les universités de D2 ne montent pas forcément en D1? D3, a priori, c'est encore Ouais, autre ouais. chose, mais est-ce que tu Alors, peux nous expliquer ce fonctionnement? je voulais apporter cette spécificité sur la D3 parce que je pense que c'est important. Mais en effet, la question initiale, c'est montée-descente. En effet, c'est pas parce que tu gagnes le championnat de Division 2 que tu montes en D1. Pourquoi une fac est en D1 ou en D2? Bah, c'est en fonction du budget, des infrastructures, du nombre d'étudiants et du nombre de sports qui sont représentés. Donc, tu peux gagner le championnat en D2 15 années de suite.
mais tu monteras jamais en D1. C'est D'accord. vrai qu'il y a des commissions. Aujourd'hui, il y a quelques universités qui sont dans le processus pour monter en D1, mais encore une fois, c'est une terme de budget, d'infrastructure et aussi de représenter tous les sports ou un maximum de sports pour pouvoir être en D1. Donc, il y a cette spécificité à savoir. Typiquement, en D2, il y a Barry University en Floride. Ça fait 15 ans qu'ils gagnent une année sur deux, si ce n'est pour pas dire tous les ans le championnat, mais ils montent pas en D1 pour autant. Et à savoir que Barry pourrait jouer, je pense que Barry pourrait jouer tous les jours dans le top 50, top 60 D1 tous les jours. Mais voilà, c'est une question de réglementation et de division. Et c'est pas Elle, comme la Ligue 1. elle coûte combien l'année à Paris? Ouais, elle doit être aux alentours de 45-50 000 $. D'accord. Il était Ce qui sur est- un campus de rêve en Floride avec la mer pas très très loin, quoi, et les palmiers quand tu t'entraînes. Et il y a quand même une différence de prix par rapport à une université peut-être moins sexy, mais en D1. Écoute, il n'y a pas la D1 ou la D2 coûte plus cher. Tu as des D1 qui coûtent 25 000 $ et tu en as d'autres qui coûtent qu'à 70, 80 Ouais, et inversement. Donc, il n'y a pas forcément encore une fois, la division. On parle uniquement du sport, que du sport. d'accord. L'académique et le prix de l'université n'a rien à voir entre la division sportive. Merci pour cette précision, Antoine. Très beau polo par ailleurs. Merci. Alors, tu nous as dit que les coachs étaient de plus en plus réticents à bosser avec des agences et que certains bossent avec des agents en direct. Tu Mhm. dirais qu'il y a combien d'agences sur le marché et combien de coachs à côté, peut-être en freelance, qui font à peu près le même job, mais enfin, de manière peut-être plus artisanale? Sur le marché français ou mondial? Les deux. Les deux, bah, écoute, sur le marché français, je pense on est trois ou quatre acteurs principaux à faire OK. vraiment ce métier d'agent pour les universités américaines, de placement universitaire. Ouais. En termes d'agences, tout autant. Donc c'est trois à quatre agences. Ensuite, dans le monde, j'ai envie de dire que chaque pays aujourd'hui a X agences qui tentent de représenter le maximum d'athlètes parce que c'est vrai que c'est un business. On accompagne les jeunes et on est rémunéré pour accompagner les jeunes et leur trouver les meilleures opportunités. Après, c'est vrai que on l'entend, il y a des coachs pas qui se permettent, mais qui aident, qui accompagnent des joueurs parce qu'ils savent, ils ont une connaissance. C'est pas facile, c'est presque le parcours du combattant pour aller aux US parce qu'il y a énormément d'administratifs, mais il y a des coachs qui savent le faire et dire qu'on ne peut pas le faire sans agent, ça serait mentir. On peut le faire, mais il faut avoir une sacrée connaissance quand même de tout le processus. Des Donc, coachs il y a, français, des entraîneurs de club? ouais, il y en a quelques-uns qui savent comment faire et qui ont du moins cette connaissance sur le marché US. Maintenant, entre savoir le faire et être accompagné de A à Z sur toute la partie administrative, passeport, visa, toutes ces choses-là, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'étapes et nous, c'est notre job, c'est d'accompagner les joueurs de A à Z. Et tu as dit qu'il y avait des coachs qui passaient maintenant avec des agents en direct. Ils ont un ou deux agents. Ils sortent d'où ces gars-là et comment ils font? Bon, je sais pas s'ils sortent de quelque part, mais ils y voient. En fait, c'est un vrai sujet, c'est qu'il y a aussi beaucoup de coachs en France, coach académie, qui peuvent voir le côté US un peu d'un mauvais œil, en se disant, tiens, on nous pique nos joueurs. Mais c'est pas forcément piquer les joueurs, c'est de leur donner d'autres opportunités et de penser à leur futur. Et bah, il y a ce côté un peu business de dire, bah tiens, bah, si j'apporte un joueur, c'est mon joueur que j'entraîne et je l'amène à cet agent-là, peut-être qu'il va y avoir une commission. Donc, il y a toujours un moyen pour les coachs de peut-être de mettre un peu de beurre dans les épinards. Je vois pas ça d'un mauvais œil, mais voilà, encore une fois, il faut faire attention on vend pas des profils pour les vendre. On accompagne les joueurs sur un projet éducatif d'avoir un diplôme et bien évidemment grâce au tennis. Donc, il faut faire très attention quand même à comment on fait la chose. Est-ce que tu as des stats sur le nombre enfin, le pourcentage de joueurs en Europe qui partent le plus? Est-ce que ça vient de la France, de l'Italie, de l'Espagne? J'en sais rien. Est-ce que tu as des répartitions un peu qu'on sache comment ça Écoute, ouais, marche? on avait un document. En fait, à savoir une chose, c'est que notre agence, on est aujourd'hui à la tête du premier syndicat d'agences d'athlètes, de placement d'athlètes en Europe. Donc, on représente les grosses agences européennes, les Espagnols, les Italiens, les Anglais, les Scandinaves. On se réunit régulièrement auprès de la NCA tous ensemble parce qu'aujourd'hui, quand on parle de cette alliance et de ce syndicat de placement d'athlètes, on représente pas 200 athlètes, on représente des milliers d'athlètes auprès de la fédération. Et ça, c'est vrai que c'est un poids quand même assez lourd. Et c'est fort. On parle pour beaucoup d'athlètes. Et ensuite, les Espagnols ont quand même beaucoup d'athlètes qui partent. Et je parle pas que du tennis, hein, je parle de tous les sports confondus, mais il y a les Espagnols, les Allemands, les Italiens. Il y a quand même beaucoup d'athlètes qui partent. Ça dépend des sports, mais Espagnols et Français, on est quand même plutôt pas mal. En France, c'est pas loin de 250 à 300 joueurs qui partent par an. Donc c'est beaucoup. Ouais, énorme. Ouais, c'est beaucoup. Et t'as la répartition. Alors juste NCAA, tu peux nous redire ce que ça veut dire?
National College Association. Et tu vois, le dernier, je l'ai jamais. Même pas le dernier. T'inquiète, on t'en veut pas. Et ça, c'est relié uniquement à la division 1, c'est ça? Non, la NCA regroupe la D1, la D2 et la D3. Ah, Ensuite, tu as d'accord. une autre division qui est un peu moins connue, qui reste quand même une division qui est là depuis un certain moment, c'est la NAIA, Ouais, qui est une autre division, moins sexy, moins structurée, si je puis voilà, utiliser ce terme-là. Et ensuite, tu as la NJCA. La NJCA, c'est le Community College, c'est des facs en 2 ans. ok. Alors, comme avec Charles, j'ai vérifié. Donc, c'est National College Athletic Association, NCAA. Charles s'était trompé aussi? Ouais, enfin, on savait plus trop, quoi. National, ouais, exactement, c'est ça. Bah, écoute, on Et, l'utilise. et, et de la même manière, t'as une répartition sur les sports les plus convoités par les étudiants en Europe? Le soccer a une grosse partie. Ouais. Le soccer en Europe, on sait jouer. Le foot, Ouais. donc il y a beaucoup de joueurs de Ouais, parce que foot. quand tu dis football aux US, c'est football américain. Donc là-bas, ouais, Euh, c'est soccer. Ouais. Exactement. Ouais, soccer, gros sport. Le tennis, aussi un sport très important. Il y a Numéro 2, tennis ou en bataille? deux, ouais, de loin. Ouais. D'accord? Ouais, le soccer bien devant. Il y a beaucoup de. Les Anglais, ça joue au foot. Les Français, ça joue au foot. Toi, typiquement, nous, sur notre agence, c'est pas loin de 200 à 250 contrats par an de footballeurs qui s'engagent avec nous par an, quoi, pour Ah partir. ouais, c'est Après, énorme. les Et 250 qui partent, mais t'as quand même beaucoup de joueurs de foot. Et je crois qu'on détecte pas loin de plus de 1000 joueurs par an, où on fait des détections et qui viennent faire nos détections pour qu'on puisse avoir un œil sur eux. Donc, c'est beaucoup. Hein. Et toi, tu es uniquement concentré sur le tennis. Tu touches pas du tout Uniquement au le foot. foot. Je ne touche pas au foot, même si je suis très fort au foot, mais je ne joue pas, je ne touche pas au foot. Je suis un monstre au foot. Euh, Tu as commencé au départ par dire si je commence à envoyer des touristes, ça va pas le faire. Est-ce que tu peux nous le dire comme ça entre toi et moi, voilà, tu t'es retrouvé un peu entourloupé à dire oula, je me suis trompé, je me suis fourvoyé, peut-être qu'il n'y avait pas eu de vidéo parce que Mhm. maintenant les joueurs envoient beaucoup de démonstrations vidéo, ils se filment ou ils se font filmer par quelqu'un. Est-ce que tu t'es retrouvé, voilà, à envoyer un touriste dans une grosse univ et à te retrouver vraiment embêté, quoi? Écoute, pas un touriste dans une grosse univ. Je me suis retrouvé avec des dossiers de joueurs où je me suis dit, tu sais, on te vend toujours je suis 3-6, je suis 4-6, mais je vais monter de 6-1-6. Ça, cette phrase-là, je l'entends, je pense, 3 fois par jour. Et forcément, t'as envie d'accompagner ces joueurs-là parce qu'ils peuvent partir aux US avec du budget, mais tu te retrouves un an après et le joueur a pas bougé, quoi. Il a pas bougé, il a pas fait un match, il a que des défaites, que des contres, et ça, c'est compliqué. Parce Ouais, que tu es obligé de matcher son budget et t'es pas magicien. Et ça, je le dis à longueur de journée, on n'est pas des magiciens. Après, envoyer des joueurs où ça a pas fait le job, ouais, ça nous est arrivé. C'est jamais très plaisant quand le coach t'appelle en disant, écoute, il va pas rester. Maintenant, c'est aussi aux joueurs de step up, tu vois, d'arriver là-bas et de montrer qu'il a le niveau pour jouer. Et si malheureusement, c'est pas notre job de tenir la raquette pour les joueurs. Notre job, Hmm. c'est de l'accompagner et de leur trouver des opportunités. Ouais. Et comme il y a 3-4 agences en France, avant que tu nous dises ce qui fait la spécificité de la vôtre, ou tu peux rebondir là-dessus, lorsque vous bossez avec un coach d'une université, est-ce que généralement vous êtes en exclu avec et le coach et l'université, ou la même agence peut placer, non, deux agences différentes peuvent placer des Mhm. joueurs dans la même uni? Est-ce que ça arrive ou généralement c'est quand même rare? Alors, à savoir qu'il n'y a jamais de partenariat avec les universités, des partenariats écrits. Il n'y a pas d'exclusivité avec qui que ce soit. Après, si le coach se frite avec l'agent et qu'il ne veut plus jamais bosser avec lui, ça, c'est entre guillemets leur problème. Mais non, on travaille tous avec les mêmes coachs. Alors, il y a des coachs avec qui on s'entend plus ou moins bien. Il y a des coachs avec qui on sait c'est sérieux ou là, c'est pas carré du tout. Mais non, il n'y a pas d'exclusivité avec un agent. Il y a des préférences, ça, c'est une certitude. Je sais qu'il y a des coachs qui ne bosseront plus avec certains agents parce qu'ils ont été déçus dans le passé, mais aucune exclusivité, aucun contrat écrit entre l'université et l'agence. D'accord. Alors, bon, bah, on peut embrayer. Du coup, qu'est-ce qui fait la force d'élite athlète et qu'est-ce qui fait que bah, vous êtes un acteur majeur, que vous durez, qu'a priori vous avez l'air méga en place. Tu nous as parlé du foot, il y a quand même des gros volumes. Est-ce que sur le tennis, c'est pareil? Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux là-dessus sur votre expérience? Écoute, j'ai envie de te dire que je sais pas si c'est la grosse différence par rapport aux autres, mais moi je suis parti avec Elite Athlète il y a plus de 10 ans. C'est ces mecs-là qui m'ont envoyé, c'était mes agents. Et pourquoi moi je suis revenu
dans ce domaine-là, c'est tout simplement ce que je voulais raconter mon histoire. Et je pense qu'il y a des histoires à raconter. Il y a surtout partager ce que j'ai vécu. Et toute l'agence, aujourd'hui, c'est des mecs qui sont partis aux US. Donc, on sait c'est vraiment l'ADN de l'agence. Il y a d'autres activités dans l'agence, mais notre ADN numéro un, c'est vraiment le placement universitaire. Qu'est-ce qui fait la différence entre les autres? Je ne sais pas il y a une différence. En tout cas, on s'efforce à une chose, c'est d'être totalement transparent avec les jeunes et d'être très proche d'eux. Tu vois, typiquement, je ne sais pas si c'est un reproche, mais moi, les emails, enfin, ça m'emmerde, quoi. J'échange pas avec les jeunes par email. Moi, j'ai besoin de les avoir au téléphone, j'ai besoin de les appeler, j'ai besoin qu'on soit ultra réactif avec eux. Et aujourd'hui, on est avec une génération de joueurs qui échangent par Instagram, par WhatsApp, par tous ces canaux. Et il faut être, je pense, au fait de ça et de pouvoir être ultra réactif avec eux. Et je pense qu'il faut être totale transparence avec eux. Et ça, les parents aiment, les joueurs aiment. Certains ne sont pas forcément fans parce que tu penses, ben, ils peuvent l'interpréter comme, putain, vous croyez pas en mon fils ou à ma fille. Non, c'est justement, je vous rends service parce que peut-être qu'on va vous vendre un truc ailleurs et vous n'allez pas être satisfait, quoi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça la grosse différence, c'est la totale transparence et l'ultra réactivité, j'ai envie de dire. L'agence a été créée en quelle année? Elle a été créée en 2011, si je dis pas de bêtises, 2010 ou 2011. D'accord. Et vous êtes combien d'employés? Maintenant, on est une trentaine à bosser dans l'agence, tu vois. Incroyable. Ok. Il y a 5 ans, quand je suis arrivé, on était quatre. Wow. Donc, entre 5 ans et aujourd'hui, il y a eu le département de tennis qui a été réouvert par mois. On a un département track and field, donc athlétisme, qui marche du tonnerre. Un ancien membre de l'équipe de France qui est parti du aussi aux US. Le football américain, on a un partenariat avec la Fédération française de foot américain. On a un partenariat de foot avec la Fédé de foot, de foot. On a tennis, on a la natation qui vient d'arriver, le golf qui vient d'arriver, le e-sport. Alors, oui, le e-sport est maintenant un sport universitaire où on peut envoyer des athlètes. Donc Incroyable. voilà, il y a plein de sports qui se développent et c'est top parce qu'on se régale et encore une fois, on fait ce qu'on a vécu. Wow. Énorme. Tu dis que tu as une bonne réactivité avec les athlètes, avec les jeunes. Moi, je peux te dire que j'en ai une bonne avec Paul Collin, mais lui, il est moyen réactif. Ça fait 10 jours que je lui demande de m'envoyer 4 vidéos pour pouvoir poster sur les réseaux sociaux et faire une belle pub. T'as le mec, faut le relancer, mais 8 fois, quoi. Eh ben, écoute, je suis très content que tu lui mettes un tir devant tout le monde. Et le message que j'ai envie de te passer, c'est passe par son agent. Mets un tir à son agent et tu vas les avoir, les vidéos. Écoute, Paul, il vient des Caraïbes. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, C'est pas le mec le plus réactif, mais c'est un amour. Écoute, j'étais avec lui il y a 3 semaines en Floride. Et quel régal, quoi. Quel régal d'aller aussi voir les joueurs là-bas sur place avec tu tout ce m'étonnes. processus et les voir sur place. C'est un amour, Paul. Mais ouais, c'est pas une flèche sur la réactivité, là. En tout cas, l'épisode avec lui est très très cool. Franchement, Ouais. j'espère que, bah voilà, forcément, j'essaie de le promouvoir du mieux possible sur les réseaux et les images sur place font rêver. Donc, j'espère que grâce à son agent, je vais pouvoir en avoir. Mais le contenu en lui-même et son parcours est quand même chouette. On a pas mal de contenu, donc on va te le balancer sur Paul. Ah, génial. Euh, Raconte-nous du coup un peu ton histoire. De quelle année tu es? Où est-ce que tu es parti aux US? Dis-nous, pitch-nous ce que tu as vécu là-bas. Écoute, moi, je suis parti, déjà, je suis de 1991. Donc, tu vois, j'ai 32 ans. Ah ouais, Je suis jeune. un petit jeune. Ouais, exactement, jeune papa aussi. Félicitations. Quel âge? Écoute, elle a 4 mois. Elle a Ah 4 ouais, c'est tout récent, bravo. Ouais, Incroyable. c'est intéressant. Donc, ça me Très bon permet ça. de continuer à bosser la nuit vu qu'elle dort pas la nuit. Tu vois. Ah ouais, belle opportunité. Ouais, non, écoute, je suis parti aux US après 2 années d'école de commerce à Paris, après une licence de management du sport à la Défense. En Je rêvais de école partir SMS. non, école de management du sport à l'EMLV, tu vois, à la Ah Défense, d'accord, ok, au pôle Léonard de Vinci. très bien. 2 années là-bas en tant que sportif de haut niveau, j'avais réussi à choper le statut pour m'entraîner l'après-midi. Parce que tu étais à combien? J'étais à 1,6. À Ok. 1,6, je dirais toujours, j'étais Malin le gars, sportif de haut niveau, c'est beau. ouais, sportif de haut niveau à 1,6, c'est fort. Écoute, j'étais pas loin de monter à zéro, à 50 points d'être à zéro, mais je suis jamais monté zéro. Eh oui, Mais écoute, c'est comme ça. Et j'ai eu cette opportunité via un de mes meilleurs potes de foot, soccer, qui est parti, qui était en contact avec cette agence, avec Edouard et Jérôme, et puis qui m'a dit, tiens, Antoine, tu devrais les contacter, quoi. Ils savent faire le placement, appelle-les. Et puis, je suis parti après 2 années d'école de commerce. On a d'accord. transféré mes crédits. Je suis parti en Caroline du Sud. Alors, sur le papier, j'aurais dû aller en D1 parce que j'avais le niveau pour, j'avais des belles opportunités pour, euh, mais j'ai bien raté mon TOEFL, mais bien comme il faut. C'est-à-dire?
Ah, j'ai eu 36 sur 120, tu vois. Donc, Ah, je crois que j'ai eu pareil. Il y a un truc comme ouais, j'ai eu une note. 40, mais je l'ai repassé quand même. Toi, t'as pas voulu le repasser? Ah, écoute, moi, je l'ai pas repassé parce qu'on était au mois d'octobre ou novembre. Ouais, pas le time. J'étais la risée de tous mes potes en école, où dès que je me levais en école de commerce, en anglais, il y avait tous les téléphones qui sortaient pour me filmer parce que bah, je savais pas parler, en fait. J'arrivais pas. Et en école de commerce, tu as le droit de pas valider une classe par an. Donc, tu vois, chaque année, la classe que je validais pas, c'était l'anglais. Bref, Ouais. je suis parti aux US, je suis parti en D2, parce qu'il y a un coach qui m'a dit, écoute, moi je te veux, je sais que tu devrais aller en D1, mais écoute, je te veux, t'as pas, moi je peux te faire rentrer avec un score qui est pas bon. Alors, je devrais pas dire ça parce que c'est maintenant plus trop le cas. Ouais. Euh, mais Donc, t'as pris le train en cours en troisième année là-bas. exactement, ouais, on a transféré mes Ah, crédits. je savais pas que ça pouvait se faire ça. D'accord. Je suis arrivé en tant que junior. Je suis Ouais. arrivé à Limestone College, qui est maintenant devenu Limestone University, qui était à l'époque top 15, top 20 du pays. Juste On pour va dire- rappel, première année freshman, deuxième année sophomore, troisième junior, quatrième senior. Terminé, Exactement. bonsoir. Après MBA, c'est encore une autre histoire. On verra ça plus tard. Exactement. Exactement. Donc, j'arrive là-bas en tant que junior. Moi, mon sac de tennis, mes valises et mon anglais qui est catastrophique, je me retrouve Magnifique, dans cette j'adore. fac-là avec une équipe de tennis où il y a que des mecs qui viennent du Brésil, du Mexique, du Venezuela. Et je me dis, putain, il va falloir faire sa place. Mais j'avais envie de jouer. Et mon anglais, par contre, était vraiment très, très problématique. Par contre, le truc de dingue, c'est que même dans une petite fac comme Limestone University, on m'a mis des tuteurs, on m'a mis des gens qui m'ont accompagné pour que je puisse réussir mes classes. Et C'est une première année, immersion, quoi. ouais, 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 exactement. Et immersion, j'ai rencontré ma femme qui était ma tutrice à l'époque, tu vois. Oh, le mec est là, Incroyable. Et solide sur les vraiment, appuis. belle histoire parce que tu arrives avec un anglais qui est catastrophique et on gagne la conférence la première année, on va aux nationaux, on perd contre les numéros 1 de la nation qui était Armstrong à l'époque. Et puis on se régale, quoi. On fait un parcours de dingue. Moi, je commence numéro 4 dans mon équipe et je finis mon cursus universitaire où je suis numéro 1 en simple, en double et capitaine de l'équipe. Donc j'ai vécu une expérience qui était riche, pleine. Est-ce qu'elle aurait été meilleure dans une D1 ou dans une plus grosse université? On ne Pas saura sûr. jamais. Mais en Ouais. tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'ai été diplômé, j'ai joué au tennis, ça m'a payé mes études, j'ai rencontré ma femme, et tu Ah, vois, aujourd'hui, c'est mon job. Donc je pense que le contrat, il est rempli, quoi. la boucle est sacrément bouclée. Et ta Ouais, fille écoute, va reprendre la société dans 20 ans. Et ben voilà. écoute, on verra. Je travaille déjà pour qu'elle puisse aller à Stanford, écoute. Et donc, tu bosses avec Hortense, la femme d'Arthur Hinderknecht, c'est bien La ça? conjointe d'Arthur, exactement, ouais. Ils sont pas mariés encore. Ils sont pas mariés. Et Arthur est un de vos ambassadeurs. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, comment vous répartissez le boulot avec Hortense? Qu'est-ce que fait l'un, qu'est-ce que fait l'autre? Et le rôle d'Arthur en tant qu'ambassadeur? Mhm. Mais écoute, Hortense, c'est arrivé au début de ma troisième année. Il fallait que j'ai de l'aide. Parce qu'au début, tu commences à 0 joueur et puis rapidement, bah, tu as un peu plus de travail. Et grosso modo, le chiffre pour un agent, c'est grosso modo 25 à 30 athlètes par tête, par agent. Au-dessus de ça, tu commences à être un petit peu en difficulté. Donc Hortense m'a rejoint après, pareil, son cursus universitaire. Mais 25-30 envois par an, c'est ça? Gestion de dossier par an, ouais, exactement. Gestion de dossier, sachant qu'après, tu gères de loin quand ils sont sur place. Bon, Bien évidemment, bien sûr. c'est du Exactement. suivi, mais au final, C'est du follow-up régulier, mais d'accord. t'es plus là tous les jours à faire de l'administratif pour eux. Tu continues à prendre des nouvelles et à t'assurer avec les coachs surtout que tout se passe bien. Ok. Et Hortense m'a rejoint sur le début de ma troisième année, en janvier 2021, si je dis pas de bêtises. Après, pareil, un cursus fantastique aux États-Unis pour elle. Et C'est-à-dire? clairement, elle faisait partie des meilleures françaises, championne de France, je crois, 13-14 ans, avec une équipe de dingue. Dans mon club, c'est une fille, moi, que je connais depuis toujours, que j'emmenais, tu vois, au McDo. Elle demandait à ses parents si je pouvais l'emmener au McDo. Bref, donc c'est une nana, Nostalgie. ouais, nostalgie, non, non, on connaît depuis très longtemps, et puis elle m'a rejoint, et les 6 premiers mois étaient dur parce que tu rentres dans le bain et puis tu en as un peu de partout et puis moi il y a forcément ce que tu as fait, ce que tu as mis en place, la réputation et écoute, il lui a fallu 6 mois pour devenir une machine de guerre et aujourd'hui elle est là quoi, elle est agente, elle fait ce métier-là, elle accompagne les joueurs de A à Z, elle fait presque, j'ai envie de dire tout ce que je fais, j'ai envie de dire que je gère peut-être un peu plus de problématiques qu'elle de temps en temps et encore, mais non, Oh elle est là là. avec moi et on se régale, on se régale. Et Arthur, écoute, Arthur, ambassadeur, quand j'ai réouvert ce département tennis au sein de l'agence, je me suis dit, OK, il faut que je me fasse voir, il faut que je me fasse connaître. C'est-à-dire réouvert. En fait, comme je te disais, c'est des mecs qui m'ont envoyé. L'agence m'a envoyé. Et rapidement, ils se sont
se sont vraiment spécialisés que sur le soccer, sur le foot, et ils D'accord. faisaient plus trop de tennis et d'autres sports. Et moi, donc, j'ai réouvert le département tennis avec eux, Ok. et il fallait que je trouve des ambassadeurs. Donc, il y en avait pas 50 sur le marché, des mecs qui avaient fait l'expérience US, qui commençaient à être bons, et qui étaient en plus sur le circuit. Et tu vois, j'avais demandé à Adrien Puget de m'accompagner, qui avait été à UCLA, et à Arthur, qui était, je crois, à l'époque 450 ou 500. Et puis, il était à deux doigts de signer avec une agence en Angleterre. Et puis, on s'est appelé, et puis il est venu au bureau et c'était une évidence, quoi. Donc, le rôle d'Arthur aujourd'hui, il est simple, c'est que déjà, c'est un ambassadeur qui joue un jeu de dingue, c'est-à-dire que c'est peut-être le seul mec dans le top 100 qui continue à l'aéroport à prendre son téléphone et à envoyer des messages aux gamins sur Instagram en disant j'ai vu ton profil, tu joues au tennis, tu devrais aller aux US. C'est lunaire. Il me dit Wow. tiens, j'ai vu ce mec-là pendant 30 minutes au téléphone. Et en fait, on se rend pas compte que le mec, il est tout simplement top 50, il est joueur de Coupe Davis, et puis il prend le temps encore d'échanger avec les gamins au téléphone Ouais, c'est chouette. pour répondre à toutes les questions sur le projet US. Donc c'est juste fantastique. Et c'est ça son rôle. C'est pas forcément de l'image, mais c'est surtout de se dire qu'on, si jamais il y a un jeune aujourd'hui, un jeune espoir et qu'il a envie d'échanger avec un mec comme Arthur, bah c'est possible quoi. Et il Ouais, jouera le jeu. magnifique. Et alors, juste, tu nous as pas dit, tu nous as, allez, oh, oula, oula, je vais la faire dans l'ordre. Est-ce que Arthur a rencontré Hortense à l'agence ou pas? Alors pas du tout. Et Ah, écoute, d'accord. les deux sont partis aux US, Arthur un Ouais, peu avant encore Hortense, et c'était déjà ensemble, tu vois. d'accord, ok. Le niveau d'anglais, du coup, tu l'as chopé au bout de combien de temps pour les jeunes qui vont écouter et s'identifier un peu à toi et se dire, ouh là là, je pars avec un train de retard. Mais combien de temps concrètement? Écoute, bon, moi j'ai une super tutrice comme tu l'as compris, donc j'ai appris vite l'anglais, mais non, il faut 4 ans. Bizarrement, tu étais très motivé d'aller Ouais, aux j'étais très séances très de... motivé, hein. J'avais une belle Ouais, carotte. Non, mais c'est grosso modo, c'est 4 à 6 mois. ouais. C'est 4 à 6 mois en immersion totale, à vraiment te mettre dans le dur, dans le rouge, à te ridiculiser de temps en temps. Vas-y, raconte-nous une ou deux situations dont tu te souviens qui étaient vraiment un peu compliquées à vivre quand même. Moi, j'en ai deux. Si tu veux, je t'en donnerai deux après. Tiens, c'est cadeau. Non, je crois que celle qui est la plus drôle, c'est un jour je suis en classe, je suis tout au fond de la classe sur mon iPad, et puis je sais pas, il faut que je me lève, la prof me demande de me lever, et puis elle me pose une question et je réponds, je crois que je réponds à I'm 21 years old, quoi. Et tout le monde explose de rire et ils se disent mais c'est qui ce martien, quoi. Le mec a répondu complètement à côté de la plaque. En fait, j'ai pas compris la question, tout simplement. Et des trucs comme ça, j'en ai 50. Ouais, 50. Et en fait, tu vois, alors si ça peut faire rire, mais comment j'ai rencontré ma femme? C'est surtout ça la question. Aux US, on était chez les trainers, tu vois, chez les kinés, chez les kinés ostéo pour se faire soigner. Et j'allais là-bas pour me faire soigner. J'avais mal à une hanche. Je sais pas si je voulais un massage ou quoi que ce soit. Et je dis, voilà, I'm hurting. My lips hurts. Et je dis, my lips hurt. My lips, c'est les lèvres. Et là, personne, ça fait une demi-heure que je m'exprime et personne ne me comprend. Et en fait, elle est canadienne. Donc, elle a ah un peu ouais. une culture un peu française. En fait, c'était pas my lips, c'était my hips. Et en fait, tout le monde se foutait de ma gueule. Je dis, en vrai, ils font pas d'efforts, les Américains, en plus. Tu leur montes tes hanches en disant, my hips hurts. Ouais. Ils comprennent pas. Ils essaient Ah, pas de rejoindre halfway, tu vois. ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est Démerde-toi. rencontrés. Ouais. Ouais, exactement. Et puis, tu vois, Pareil, pareil, j'attends 10 minutes dans une file d'attente chez Barnes Noble, tu sais, le espèce de café slash librairie. Et tu ouais. avais un Starbucks en fait à l'intérieur. Et donc j'attends, mais il y a 20 personnes devant moi. Et au moment où j'arrive à la caisse, 20 personnes derrière moi. Et là, je dis à la nana, Can I get a Starbucks coffee? Et elle me regarde et fait, What? Et je lui dis, Starbucks coffee. Et là, je montre comme ça, sauf que le panneau est à 3 mètres. Donc tu peux Mhm. montrer ce que tu veux. Elle fait, I don't get it. Et je dis Ah, trois fois et là je fais nothing. Et je marche devant ces 20 personnes derrière moi, la tête basse, le walk of shame de rêve. Et je repars ah, sans rien, évidemment. c'est Oh, terrible. dur, dur. Ouais. Écoute, moi j'en ai une belle, très très belle. Je crois que c'était même sur l'aller. J'étais même pas encore arrivé aux US, dans l'avion. C'était pas Air France. Et l'hôtesse de l'air te dit, qu'est-ce que vous voulez boire? Et je lui réponds, Coca-Cola. T'as pas compris? Coca-Cola. Et j'avais un Français à côté de moi. Et il commande pour moi, il dit, You want a Coke? Ah Et ouais. en fait, non, en vrai, Ouais. Coca-Cola, tout le monde connaît Coca-Cola. Pas compris. Et t'as Non, bien joué là-bas tout de suite ou t'as eu le temps de te... non, non, t'as- non, j'en ai chié, hein. Non, j'en ai Ouais. chié. T'arrives T'es- là-bas et t'as plus de repères, t'as plus rien, et puis t'es plus du tout dans ta petite mentalité française, et puis c'est la guerre, quoi. Tu vois, il faut te faire ta place. Je crois que dès la deuxième semaine, j'ai le coach qui m'a dit test match, quoi. Test match contre le numéro un pour voir où c'est qui va te mettre dans le line-up. Donc si tu te mets à perdre tous tes matchs, bah, tu te retrouves sur le banc.
Non, c'est compliqué. T'as un peu la pression. Et puis t'as toutes les conditions qui changent. T'arrives là-bas on est au mois de janvier. T'arrives en. Moi, j'ai joué tout de suite à l'extérieur parce que j'étais en Caroline du Sud. Enfin, là, tu prends une sacrée claque. Hein. Tu te souviens ce que tu avais fait contre le numéro un? Je crois que j'ai perdu 6-4 ou 7-5. Ouais. Ouais, Et contre Caen. t'étais combien dans le line-up? Je commence l'année en 4 et je finis la deuxième année en 1. Wow, Ouais, incroyable. ouais, Donc la j'avais. deuxième année, au final, toi, t'as fait que 2 ans sur place. J'ai fait 2 ans sur place, exactement, 2 ans et demi même, parce qu'après j'ai fait un semestre online en rentrant après en Europe. C'est quoi? C'est-à-dire? En fait, je suis parti de l'université, j'avais pas gradué, j'avais pas diplômé encore, il me restait encore quelques classes. Je suis parti vivre en Angleterre, j'ai rejoint ma femme et en Angleterre, j'ai pris mon semestre online pour finir mes derniers crédits et Ok. ensuite pour être diplômé. Malin, le gars. Mais du coup, t'as pas fait la graduation Ah, party où tu ouais, balances le chapeau en l'air, là. j'ai fait la photo, mais c'était pas ma J'ai fait un graduation. Photoshop pour être sur la photo. J'ai fait ma photo sur place quand ma femme, c'était sa graduation avec tous mes potes, mais D'accord. je suis pas monté sur la scène, non. Non, Ok. j'ai pas eu ce privilège. Est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes sympas de frat party, enfin les fêtes dans les fraternités qui sont des trucs un peu mythiques ou un spring break, enfin un truc à raconter que tu diras à tes petits-enfants au bord de la cheminée dans 20 ans? Allez, Écoute, 30 ans, 40 ans peut-être plutôt. ouais, c'est 60 ans plutôt, ouais. Je sais pas s'il y a des anecdotes, mais ouais, on est sortis forcément et t'avais, alors c'est pas forcément des fratries, nous, c'était il y avait la soccer house, la Ouais, maison de footeux. Bon, ça faisait la fête fort là-bas, hein, très très fort. Et puis tu vois des trucs. En fait, les Américains font la fête complètement différemment de nous. Ils font la fête pour se massacrer la gueule, quoi. Ils se bourrent la gueule comme des porcs, ils savent pas boire. Et puis c'est vrai que ça te surprend un peu. Et puis t'as les nanas qui dansent un petit peu différemment aussi. Hein, légèrement. un peu différemment. On est sorti une fois en boîte et puis tu vois les nanas, t'as les mecs qui sont sur les murs et puis t'as les nanas qui ont les mains par terre et puis qui twerk, je sais pas quoi. Et puis tu te dis, mais dans quel monde t'es, quoi? Et puis en fait, c'est la culture que tu t'y fais, mais c'est surprenant les premières fois. T'es Ouais, habitué à ta petite vie parisienne. Puis moi, j'étais en école de commerce, donc tu sors un peu et puis tu arrives là-bas et tu te dis, en fait, c'est des martiens, quoi. C'est des martiens, c'est mais clair. c'est intéressant. Ce qui est ouf, c'est que les nanas twerk, donc tu te dis, bon, bah, c'est plus ou moins gagné, là, ça twerk depuis 25 minutes, et en fait, il faut Que dalle. sortir derrière du Baudelaire pendant plus d'une heure pour avoir l'esquisse d'un bisou. C'est quand même très compliqué Ouais, quand on parle mal. exactement. Après, ça peut avoir son charme quand tu parles mal, mais non, que dalle. Il faut que Euh, tu rames. Ouais, c'est pas si facile que ça. Mais bon, c'est un Bon, autre. on va raccrocher les wagons, bien que ce petit quart d'heure était très cool. Lorsqu'un joueur vient te voir, dans, allez, on va dire 80% du temps pour que les auditeurs puissent se projeter, les parents ou les joueurs, Mhm. comment ça marche? Tu leur conseilles de venir te voir à quel classement, à quel âge, le cas échéant, et quelles sont les démarches les plus importantes à enclencher pour être efficace, gagner du temps, boum boum, ça enchaîne bien, quoi, tu vois. C'est quoi le process? Écoute, c'est vrai qu'on est devenu de plus en plus sélectif sur les profils. Prendre des Parce joueurs que, sur. justement, excuse-moi de te couper, mais quand on est partis tous les deux, c'était une autre époque, il y avait Ouais, quand même plus de marge de manœuvre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ouais. c'est vachement resserré, quoi. Ouais, le monde entier aujourd'hui veut aller aux US. Le monde entier. En fait, c'est simple. Pour en avoir parlé avec plein de coachs et avoir été là-bas sur place, ils ont entre 50 à 100 emails par jour de profils qui arrivent sur leur boîte mail. Enfin, c'est ridicule. Wow. Donc, c'est devenu très concurrentiel. Et c'est vrai qu'on est devenu de plus en plus sélectif. Prendre des joueurs à 15 ou 5 6 c'est devenu compliqué. C'est pas parce qu'on ne veut pas les prendre, c'est qu'on sait qu'on s'embarque dans un truc où ça va être compliqué. Même Donc, en troisième division, enfin celle dont tu disais qui était un peu moins à justement, côté. c'est là où il faut très rapidement parler argent. Il faut parler budget. Est-ce que la famille est en capacité de pouvoir compléter la bourse qui ne sera pas complète? C'est mettre les pieds dedans, en fait. En France, on a un problème. On a du mal à parler d'argent. Eh oui, Mais c'est touchy, ouais. ouais, c'est très touchy. Moi, je mets un peu les pieds dedans. Parfois, ça surprend, mais au moins, on vend pas du rêve, on vend pas du truc qu'on ne saura pas faire, parce que derrière, on se retrouve sur un joueur qu'on n'est pas capable de placer et qu'on rembourse. Donc, franchement, il n'y a pas franchement grand intérêt. Mais après, C'est-à-dire qu'on rembourse. bah, si on est incapacité aujourd'hui de proposer la moindre offre à qui que Ah, ce soit, d'accord, ok. on rembourse, mais évidemment, on va pas prendre de l'argent alors que Votre prix est de combien, justement, votre tarif? on a un package à 3 000 euros. On s'occupe de tout à 3 000 euros, 1 500 et Ok, 1 d'accord, très bien. Et après, le discours, il est très simple. C'est déjà dans un premier temps de comprendre à qui on parle, les parents, le joueur, c'est quoi les attentes, le niveau d'études. Est-ce que c'est un freshman, donc un joueur qui va avoir son bac? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une licence ou un master? C'est de comprendre un peu l'ossature du profil
Et ensuite de dire rapidement oui ou non si j'y vais, quoi. Un joueur qui arrive à 3-6 avec un budget de moins de 5 000 euros, je lui souhaite tout simplement une super aventure, mais ça sera pas avec nous parce que je sais que je suis pas en capacité de le faire. Hmm. Et donc ça, on est obligé d'être très transparent avec eux. On donne nos conditions et j'ai pas envie de dire qu'on choisit nos joueurs, mais aujourd'hui, on devient de plus en plus sélectif. On est obligé. Et un joueur à 3-6 dans une toute petite D2, Mhm. alors, il peut pas prétendre à plus de 50% de bourse, admettons? Alors moi, je raisonne jamais en pourcentage, à l'instar de d'autres personnes, mais tout simplement parce qu'on se dit que raisonner en pourcentage, ça veut dire donner des chiffres qui sont approximatifs. Typiquement, une fac qui vaut 70 000 ou une fac qui vaut 35 000, bon bah 80%, c'est pas les mêmes, c'est pas le même montant. Tu vois ce que Yes, je veux dire? bien sûr. Donc moi, je donne toujours une fourchette. J'ai besoin d'un budget pour un mec à 3,6 ou à 2,6 qui veut aller aux États-Unis, c'est minimum un budget complémentaire de 15 000 euros, entre 12 à 15 000 euros. Ça ne veut pas dire que c'est l'argent qu'on va utiliser. Ça ne veut pas dire que la famille va payer 15 000. Ça veut simplement dire que il va falloir que j'ai cette fourchette, cette enveloppe pour pouvoir négocier et me dire que je peux le faire. Ok. Donc, pour revenir à nos moutons, tu conseilles d'être combien, d'avoir combien sur le compte en banque et t'y prendre comment? Je conseille de partir. Je conseille de partir au meilleur classement. Alors je botte je botte Merci un le Normand. petit peu, mais non, non, non. Mais grosso modo, enfin, il faut que j'arrête de dire grosso modo. Je le dis tout le temps. Euh, T'inquiète. euh, ouais, de 6-1-6 à 2-6-1-6 homme-femme avec un budget complémentaire de 10 à 15 000, tu pars aux US. Tu pars. Après, est-ce que parfois il vaut pas se donner 6 mois de plus, un an de plus? Parfois, ça vaut le coup de se dire, allez, je me donne 6 mois supplémentaires, un an supplémentaire pour vraiment aller chercher un ou deux classements supplémentaires. Ça peut jouer dans la balance, mais 2-6-1-6, ça commence à être des classements où on sait qu'avec un budget, je te dis, entre 10 et 15 000, ça part. Et on voit, enfin, moi j'ai des potes en management du sport aussi qui ont fait des crédits pour financer l'école privée parce qu'ils n'avaient pas trouvé d'alternance. Est-ce que tu en as de la même manière? On sait d'ailleurs que enfin on le sait. Moi en tout cas j'ai entendu je m'étais fait plusieurs potes aux US qui avaient fait des crédits de maboule des Américains pour financer leurs études. Là-bas c'est un peu monnaie courante. Est-ce que toi tu as des athlètes parfois pour sortir un peu du cadre tennis égale parents friqués égale famille aisée et tous les préjugés qu'on veut. Est-ce que tu en as qui parfois empruntent pour se donner les moyens de partir aux US? Ouais, ouais, ouais. Et comme je te le disais, moi, je suis très à l'aise avec le côté financier. Et tu as des parents qui disent, ouais, c'est notre rêve de pouvoir accompagner notre fils, mais on peut pas, en fait, se le permettre. Donc, quelles sont les solutions? T'en as qui arrêtent vite le projet parce qu'ils savent qu'ils pourront pas le faire. T'en as d'autres où ils demandent conseil. Et c'est aussi notre job de les conseiller, de leur dire ce qui est possible. Alors, on fera jamais comme les Américains à faire des emprunts à 1 million de dollars pour pouvoir financer les études. Ça, c'est, comme tu disais, monnaie courante aux US. Mais oui, on conseille parfois aux athlètes de se dire, OK, tes parents, ils ont un budget de 10 000, ça va être un peu short. Fais un petit prêt de ton côté à 15 ou 20 000 pour compléter le budget de tes parents, et puis on va y arriver. Moi, j'ai fait un tout petit prêt, je crois que j'avais emprunté 5 ou 10 000, mais c'est pas grave, quoi. Tu rembourses un tout petit peu derrière. Après, il faut pas non plus rentrer dans l'excès à l'américaine de faire des emprunts à plusieurs centaines de milliers de dollars. Et quand tu vois l'expérience vécue en retour, après, il faut faire son calcul. C'est-à-dire, est-ce que tu veux partir à ne serait-ce que 3 heures de chez toi? Oui, non. Est-ce que si tu le fais, tu prends un appart? Combien ça va te coûter? Mhm. La bouffe, le déplacement, tout ça. Et au final, aux US, combien ça te coûte et combien tu es prêt à mettre au bout pour vivre un truc extraordinaire qui va te permettre d'être bilingue et de t'émanciper et de te faire des potes à vie. Enfin, bon, bref, chacun sa balance. Là, tu prêches un convaincu, là. Ouais. Mais tu viens d'où d'ailleurs, toi, Antoine? Moi, je viens de Paris, la région parisienne. Et question un peu annexe, mais qu'est-ce qui fait que c'est parce que tu baignes un peu dans ce système américain que tu es décomplexé vis-à-vis de l'argent ou comment t'expliques d'ailleurs comment t'expliques la différence de rapport à l'argent entre les US et la France et toi ton rapport perso à ça, comment tu l'as bossé quoi? Écoute, ouais, quand je suis parti aux US, je me suis vraiment mis dans la mentalité de changer, quoi. J'avais envie de voir autre chose et d'ouvrir un peu toutes les cases là qui étaient quand même très fermées à la française. Et puis, voilà, je partage ma vie avec une Nord-américaine et tu vois les choses différemment. Ah, Et t'as c'est ouvert vrai. les chakras. Ouais, 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 un petit peu. Et puis tu vois les choses différemment. Et puis tu te rends compte qu'au final, quand tu rentres en France, tu reprends aussi une claque, quoi. Parce que tu dis, oula, c'est plus du tout la même mentalité. On voit les choses différemment. On est très fermé, on est très dans le jugement, très égoïste, les Français. Et on pense qu'à nous, quoi. Et c'est vrai que là-bas, tu découvres une autre mentalité. C'est tout bête, mais on te tient la porte. On te dit bonjour quand tu marches dans la rue. Et donc tu changes.
tu changes radicalement. Après, le côté de l'argent, bah oui, tout ce qu'on a déjà entendu à la télé et sur les réseaux sociaux, de quand tu as une belle bagnole, les gens ils te disent putain comment c'est vrai, c'est la vérité. Ça, je sais que tu l'as très probablement vu, mais en France, tu sors ta Porsche le dimanche entre 15h et 17h et en espérant que les voisins ne te voient pas. Et puis là-bas, ouais, tu t'es fier, quoi. Et puis, je pense que dans mon métier, on est obligé aujourd'hui de parler d'argent parce que on mentirait et puis on doit mettre les pieds dedans. On doit Hmm. mettre les pieds dedans, c'est obligé. Parce que on n'est pas en capacité aujourd'hui de faire de la magie. Et si on parle pas d'argent d'entrée de jeu, après on est engagé contractuellement, puis on peut plus s'en défaire, quoi. Donc c'est compliqué. Hmm. Et t'étais licencié où à Paris? À Baie-Noisy-le-Roi. Et t'as grandi où? J'ai grandi à Verneuil-sur-Seine et Vaux-sur-Seine. Tu vois, des D'accord. patelins dans la région parisienne, pas très loin de Saint-Germain-en-Laye, grosso modo. Et ton style de jeu, c'est quoi? Tu joues encore d'ailleurs? Écoute, je joue plus trop, non. Non, non. Ah Je joue merde. plus trop. Tu t'es mis au paddle à tous les coups. Ouais, je joue un peu au paddle. J'aime bien au paddle. Mais mon style de jeu, écoute, j'étais pas dans la finesse. Un peu une brute. Ouais. Écoute, je joue avec une prestige, donc autant te dire que Ah ouais. je te fais pas un dessin, hein. Le Et tu mec qui, mesures combien? T'es une marmule ou quoi? non, écoute, je fais un 85, donc je suis pas une marmule, mais je pouvais la tenir, la prestige. Donc je tapais fort et je mettais des gros sacs et j'étais un peu nerveux sur le terrain, mais Zéro, c'était, zéro relâchement ou un peu quand même pour faire passer le bras? ouais. En revers, j'étais bien relâché, mais en coup droit, zéro. Mythique. Et pourquoi s'être rapproché de la French Touch en fait? Quelle est votre complémentarité? Écoute, ça c'est une sacrée histoire. J'ai reçu un jour un email de Charles Offray. Moi, quand je réouvre le département tennis, tu fais un peu ton benchmark de la concurrence et tu essayes de comprendre un peu qui est sur le marché. Et puis, il y avait Charles qui avait quitté son ancienne académie et qui allait rouvrir une autre académie, la French Touch. Et je me suis dit, oh là là, putain, le mec va se remettre là-dedans. C'est quand même un pionnier du marché, quoi. Et j'ai travaillé pendant 2 ans. Et puis, il m'a envoyé un email un jour en disant, écoute, j'ai entendu parler de toi via le bras droit de Yannick Noah, parce qu'on avait envoyé une athlète de Fête le Mur aux États-Unis. Et Charles, on s'est rencontrés. J'ai pris l'avion, j'ai été à Toulon le voir. Et puis on a matché sur notre vision de la chose, sur le projet US, sur sa vision de ce qu'il avait fait pendant 20 ans. Et c'était une évidence qu'on devait bosser ensemble parce qu'on avait la même vision de la chose, on avait la dalle de faire les choses bien et d'être un acteur important sur le marché. Et puis Charles aujourd'hui avait cette volonté aussi de mettre en avant le projet US au sein de son académie, c'est ce qui a toujours été le cas dans son expérience. Et c'était voilà, comme je le dis, c'était une évidence qu'on bosse ensemble. Mais comme Charles a le savoir-faire, parce qu'il a commencé, c'est un des Mhm. pionniers il y a 20 piges, pourquoi ne pas avoir de sa part embauché quelqu'un qui reste dans un bureau à l'académie, qui a un téléphone, une connexion Internet et qui le Mhm. fait très bien grâce à son expérience? Pourquoi passer par vous? Alors que, in fine, il va pas facturer de la même manière, tout ça. Enfin, c'est quoi vraiment la stratégie, quoi? Tu lui as posé la question à Charles ou pas? Non, parce que je n'y ai pas pensé et que j'y pense maintenant face à toi. Donc, il va falloir que t'assumes, mon gars. Non, non, c'est une bonne question. Écoute, on s'est posé la même question. On s'est dit, putain, mais pourquoi le mec il va passer par une agence alors qu'il sait le faire, quoi. Ouais. C'est un métier qui prend beaucoup de temps et je pense que Charles s'est dit, OK, j'ai deux options. Soit je forme quelqu'un et ça va lui prendre un an pour avoir la réputation et pour avoir le savoir-faire. Soit se passe par une agence qui sait faire, une agence qui est spécialisée là-dedans. Et on s'est rencontrés, hein, et on a rencontré les différentes parties tous ensemble autour d'un bureau. On a étudié la chose. Et puis, oui, aujourd'hui, l'agence, c'est notre ADN, c'est ce qu'on sait faire de mieux. On ne fait que ça. Et aujourd'hui, Charles, je pense, s'est dit, OK, si je veux avoir un impact très fort tout de suite, maintenant, avec l'académie, la nouvelle académie, bon, bah, je passe par ces gars-là en qui j'ai confiance. Donc, c'était un win-win, je pense, pour les deux parties, pour la French et pour l'agence. Comme ça, un gars pressé, il avait envie il voulait des résultats d'emblée, quoi. Écoute, Charles, il rigole pas. Ouais. Ouais. Allez, allez écouter l'épisode avec Paul, mais c'est mythique parce qu'à la fin, je lui dis, est-ce que tu as une anecdote avec Charles Offray? Et il me fait, ah bah moi, Charles, c'est simple, il me fait peur. Alors que le mec le connaît hyper bien depuis des années, quoi, tu vois. Et tu sais que tu lui en parles à Charles, tu dis, tiens, tu sais que tu fais peur au gamin, et il dit, voilà, à un moment donné, il faut avoir un peu de charisme, quoi. C'est beau. Alors, j'ai récupéré quelques questions qui sont notées sur votre site internet directement.
comme il y a des gens qui aiment bien passer du temps avec nous sur le podcast, peut-être que tu peux y répondre d'emblée. J'espère que je vais Euh, être capable d'y répondre. oui, d'un point de vue académique, quels sont les principaux diplômes aux États-Unis? Alors, tu pars pour un bachelor. Ton éligibilité te permet de jouer 4 ans aux États-Unis. Donc, tu pars pour au minimum un bachelor et au maximum, tu vas pouvoir aller faire un master aux États-Unis. Ok. Le, le bachelor, donc tu as dit c'est 4 ans, et le master, c'est 5 ans. c'est 5 ans, d'accord, ok. Et 5 le ans. MBA, c'est encore 2 ans après, c'est ça? Et le NBA, c'est encore 2 ans après, exactement. Mais tu as beaucoup d'athlètes en fait qui font 4 ans, qui rentrent en France et d'ailleurs qui font les concours pour rentrer en master ou en NBA en France. C'est des Par- choses qui arrivent beaucoup. Parce que les 4 ans aux US, finalement, c'est l'équivalent d'une licence. Bon, maintenant, on appelle plus ça licence, je crois, en France. Ouais, c'est un vrai sujet. En France, 4 ans, c'est une licence. Même si c'est en train de changer, le terme bachelor commence à arriver de plus en plus en France. Moi, je suis un convaincu que un bachelor, c'est bac plus 4. En France, un bachelor, c'est un bac plus 3. Mais c'est en train de changer. Mais c'est 4 ans d'études. Ok. Donc, autre question. J'ai déjà entamé les études en France. Est-il toujours possible de partir? Tu nous as prouvé que oui tout à l'heure, c'est toujours le cas. Bien sûr. Superbe. Comment vais-je faire pour concilier sport et études supérieures? Ah, ça, tout est organisé sur place, hein, j'ai l'impression. Ouais, tout est mis en place pour que l'athlète puisse réussir en classe, mais aussi sur le terrain. Et comme je le disais, un étudiant qui est un peu à la ramasse, mais la fac a investi de l'argent pour le niveau athlétique de l'athlète, du joueur, c'est surtout de pouvoir l'accompagner sur la classe, sur ses cours, et qu'il puisse réussir. C'est dans l'intérêt de la fac que l'étudiant puisse valider son diplôme. Et pour aller plus loin dans la spécialisation, le service rendu aux joueurs et à ses parents aussi dans le prolongement, est-ce que tu demandes aux joueurs où est-ce que tu veux partir? Est-ce que, il y a un climat qui te sied le mieux? Est-ce que tu veux un type de coach? Niveau académique, est-ce que tu veux un minimum, tu vois, pour avoir derrière un diplôme qui tient le pavé? Enfin, est-ce que vous avez ce genre de service ou Ouais, ouais. finalement, ouais? Alors, il y a l'entretien en face à face ou au téléphone où on essaie de comprendre un peu les attentes du joueur. On se dit tout de suite est-ce que ça va être compliqué ou pas. Bien évidemment, on parle de l'académique, on parle des exigences, on parle du côté sportif. Il y a une question que je pose toujours en dernier, c'est la localisation, parce que je connais déjà la réponse. En fait, ils veulent tous aller en Floride, à Miami, au bord de la plage. Je sais pas ce qu'ils ont avec la Floride et Miami. Plus Mais que de l'autre côté, côte ouest. ouais, plus. Alors, t'en as Ah ouais. toujours quelques-uns qui disent, moi, je vais aller à LA, je vais aller, enfin, tu vois. Mais en fait, les jeunes, c'est marrant, s'ils sont dans un truc, ils se disent, tiens, je vais aux US, mais je vais un peu en vacances, quoi. C'est pas les Ouais. vacances, hein, les US, hein, Tu vas vite comprendre, mon pote. on va vite comprendre que c'est pas les vacances. Et ils sont tous omnibulés par la Floride, ce que je comprends. T'as plus, on est en France, alors les Parisiens encore plus. On a un temps dégueulasse toute l'année, donc on se dit qu'on veut aller un peu au soleil, mais ouais, on essaie de pas faire en sorte que ça devienne tout de suite des caprices et d'ouvrir aussi un peu leur mentalité par rapport à ça. Et les étudiants, enfin les joueurs, joueuses que tu as envoyés dans les universités les plus belles slash prestigieuses, c'est lesquelles ces Mhm. universités? Écoute, on a envoyé des joueurs à Texas A&M où Arthur était, qui est quand même top 15 business dans le pays, top 5 sport management, top 15 pays en tennis, à Ole Miss, l'université de Mississippi, à Kentucky avec Cedric Kaufman, qui était numéro 2 de la nation l'année dernière, à Arkansas avec Andy Jackson, donc des universités quand même pas mal, très intéressantes. Michigan State, où académiquement c'est monstrueux. Donc on a une diversité d'universités dans différents États, mais on a envoyé des joueurs dans les plus grosses facs, grosso modo. Et les noms qu'on connaît tous, Harvard, Yale, et Mhm. j'en passe, c'est intouchable ou comment ça se passe? Si, c'est touchable. Il faut se lever très très tôt, mais Ouais. c'est touchable. C'est Euh, c'est- c'est quoi les conditions du coup? c'est un niveau académique monstrueux, c'est des tests d'anglais monstrueux. À savoir que la Ivy League, il y a pas de bourse sportive, donc c'est aussi des bourses qui vont être en fonction de ton budget, en fonction de tes revenus aussi. C'est quoi Ivy League? Ivy League, c'est des facs, c'est un certain nombre de facs qui sont dans une conférence, enfin, pas une division, dans une conférence très prestigieuse. Et donc, il y a des attentes académiques qui sont bien au-dessus de tout le monde. Mais Princeton. ça veut dire que tennistiquement, ils sont pas avec le reste Non, du ça joue monde? fort. Si, si, ça joue fort aussi. Hein. Ça joue très, très fort. D'accord. Ah ok, donc Ivy League, c'est uniquement le niveau académique. C'est le niveau académique, exactement. D'accord, ok. Ça veut Exactement. dire que James Blake, qui était à Harvard, le Mhm. mec est un génie, quoi.
À l'école, ils touchent, ouais. Ouais, ils touchent un peu. Ouais. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces écoles-là, elles ont des attentes académiques qui sont monstrueuses. Et pour un international, de rentrer dans une école si prestigieuse, comme je le disais, il y a des conditions d'admission très élevées et il y a surtout un parcours pour pouvoir s'inscrire et être accepté où il faut s'y prendre bien plus en avance que les autres. Bien Ouais. plus en avance. Et les tests, donc tout à l'heure on a évoqué le TOEFL, qui est le test d'anglais, l'équivalence d'anglais. Il y a le SAT aussi. Mhm. Pareil, lorsque tu reçois un candidat, qu'est-ce que tu lui recommandes pour passer ces tests? Le timing, encore une fois, donne-nous toutes les clés pour être le plus efficace possible. Les tests, moi, je les impose tous parce que je veux pas rentrer dans ce débat de bah écoute, on va négocier et puis tu vas passer que celui-ci. Je considère que le projet US, il faut avoir les tests d'anglais pour y aller, le SAT et le TOEFL. Le SAT, grosso modo, un bac américain et le TOEFL, c'est un gros examen de 4 heures, expression écrite, expression orale, compréhension écrite, compréhension orale. On essaye de leur donner tous les tips, toutes les informations sur comment le bosser. On n'est pas prof d'anglais, donc on n'est pas là pour bosser l'anglais avec eux. Par contre, on est là pour leur botter un peu les fesses sur bah, comment le faire, comment le préparer, et surtout on leur met des deadlines. Un joueur qui veut partir, si on prend aujourd'hui, on est au mois d'avril, qui veut partir en août 2024, donc dans 16 mois, on va imposer un premier jet de test au mois de décembre, le 31 décembre 2023. Ok. Au plus tôt ils font les tests d'anglais, au plus tôt on a une vision sur leur capacité, sur leur niveau. S'ils se prennent un mur, bah, au moins on se dit qu'ils ont encore 6 8 mois devant eux pour le bosser, pour tirer les oreilles. Et puis si c'est validé, que c'est dans la poche, bon, on n'en parle plus. Mais mon rôle, et c'est surtout parce que j'ai bien foiré mon TOEFL il y a plus de 10 ans, c'est d'être ultra exigeant là-dessus. On doit être exigeant avec eux parce que sinon ils se prennent un mur et c'est aujourd'hui très compliqué d'aller en université américaine si t'as pas tes examens d'anglais. C'est impossible. Et c'est toujours les gros bouquins, les grosses bibles pour réviser, là, qu'on avait à l'époque, c'est les mêmes? La grosse Bible avec la première page où tu as le CD. Oh la vache! Oh, le Ouais. CD-ROM. Les mecs ont pas Après, renouvelé, quoi. t'as toujours maintenant, tu as pas mal de plateformes sur lesquelles tu peux bosser, mais le conseil qu'il faut donner, c'est aujourd'hui, c'est switcher son cerveau en anglais, c'est ton téléphone, ton ordinateur, tout en fait. Ouais. Faire tout ton quotidien en anglais, lire les podcasts. D'ailleurs, tu devrais faire des podcasts en anglais, ça permettrait aux jeunes de bosser. J'en fais quelques-uns, figure-toi, Antoine. Je te remercie de t'intéresser à mon Ah, travail. excuse-moi. Non, mais voilà, c'est vraiment de switcher le cerveau des jeunes en anglais et qu'ils le comprennent parce que souvent, ils pensent que tu vas réussir les tests d'anglais en bossant 2 heures par semaine. Alors là, tu Ouais. te mets le doigt dans l'œil. Et c'est vous qui réservez les dates, qui bouquez les dates en fonction d'où les étudiants habitent ou ils sont autonomes là-dessus? Alors, on aime les athlètes autonomes. On adore ça même. Tu Mais, m'étonnes. mais c'est pas trop le cas. Donc, on fait un peu tout pour eux. On les accompagne et puis on se log avec eux sur le site et puis on les inscrit pour eux. D'accord. Et académiquement, en fonction de ta moyenne au bac et de tes notes au TOEFL et au Mhm. SAT, tu fais un savant mélange, c'est bien ça, et tu peux aller chercher combien de bourses en plus ou comment ça marche? Enfin, est-ce qu'il y a un barème minimum, un seuil à avoir pour avoir, j'en sais rien, X milliers d'euros en plus ou au contraire, X milliers d'euros en moins? Non, il n'y a pas de barème. C'est vraiment du cas par cas. C'est en fonction de chaque fac. Tu as Ok. des facs où tu as 1100, 1200 SIT. Ils sont en Sur capacité, 1006, hein, c'est ça? comme ici, c'est exactement. Ouais. Tu as 1100 ou 1200. Ils sont en capacité de te donner 15 000 dollars de bourse. Ok. C'est un barème. C'est cette fac-là qui fait ça. La Floride impose le SIT. Le SIT. Si t'as pas le SIT en Floride, tu rentres pas en Floride. Donc c'est 800, si tu as plus de 800, tu l'as. 900. Les jeunes vont nous écouter, donc monte un peu D'accord. la barre. Ok. Mais oui, c'est vraiment du cas par cas en fonction de chaque fac, en fonction aussi du GPA, qui est la moyenne américaine, qui est sur 4.0. Et au plus ton GPA est haut, au plus tu peux aussi aller prétendre à une bourse. Tu as 3.2 de GPA, bah, tu vas peut-être avoir 6 000, 3.5, 8 000, et 3.8, et tu as peut-être 12 ou 15 000 dollars de bourse. Mais le Donc, GPA, ça, c'est d'une année sur l'autre une fois que tu es là-bas. non, c'est ton dossier académique qu'on monte de D'accord. ta troisième jusqu'à ta terminale plus ton bac. Ça va faire une D'accord. moyenne Ok. qu'on va donner. Et si tu as une super moyenne, bah, tu peux prétendre à une belle bourse académique. Mais Tous c'est les surtout, bulletins comptent, les gars. Ne relâchez pas les efforts. non, jamais. Puis tu as des parents qui disent, bon, OK, on a 12 000 dollars de bourse. Peut-être qu'on va avoir l'opportunité de dingue, mais parce que le dossier scolaire, il est pas bon, bah, cette opportunité, elle va passer parce qu'on va passer d'une fac qui pouvait coûter 12 000, mais parce qu'il n'y a pas la bourse académique, bah, ça va coûter 22. C'est con, hein, mais ça arrive souvent. Et t'avais eu combien, toi, au SAT?
J'ai pas passé le SAT, moi. J'étais 2 années de transfert. J'ai fait 2 années d'école de commerce. Donc, parce que Ah, j'étais en d'accord. transfert, j'avais pas le SAT d'imposer. Parce que je D'accord, ok. transférais les crédits déjà. Ok. Moi, Mais j'aurais sûrement pas eu une très très bonne note, hein. j'en ai une mignonne à te raconter, c'est que j'avais 860, un truc comme ça, vraiment râlé pas crête. Et la personne qui m'avait fait partir à l'époque m'avait conseillé de le repasser pour avoir plus de chance de mon côté. Mhm. Et là, je retourne, donc c'était à Boulogne, je crois, à l'école américaine de Saint-Cloud. Je me Ouais. pointe un samedi matin, le truc dure 5 heures. Je suis au fin fond. Ouais, mon nom de famille, c'est Zamora, donc je suis au fond du fond du fond de la salle avec tous les reclus de la société. Et je capte rien. En match, je suis vraiment une brêle. Et pourtant, je l'ai bossé le truc, hein. Ma mère, trop mignonne, elle m'a offert des cours d'academia et tout. Enfin, franchement, beau geste, qui m'a permis d'avoir la mention, enfin, la moyenne déjà en maths au bac. Et, euh, et là, je tombe à côté d'une indienne, une espèce de tronche, une flèche. Et je vois qu'elle remplit, parce que c'est chronométré, elle remplit ses parties en 45 secondes, là où moi, je galère, je sue du front et j'arrive à rien, tu vois. Et au bout d'un moment, je la regarde, je lui fais Hé, allez! Et en fait, elle mettait son capot de calculatrice sur ses réponses pour pas que je voie. Et au bout d'un énième regard insistant, elle décale son capot et là je me dis magnifique. Sauf que c'est pas forcément, il donne plusieurs versions de tests. T'as Même test test. A, B, C, D. Et comme on était au fond de la classe, miracle, il restait que les versions B ou version A ou bref, on avait tous les mêmes, tu vois, les reclus là-bas. Et donc j'ai tout pompé sur elle pendant 3 heures et demie, je pense. Absolument tout. Je me suis dit, si j'ai tout décalé d'une ligne, je suis bleu. Et en fait, le jour où je découvre les résultats, j'ouvre avec un peu de tension quand même la page, voilà, et j'ai eu genre 1480 sur 1006. Et là, ma mère, je suis depuis la fierté de la famille. Donc, tu es en train de me flinguer mon job parce que les jeunes, ils vont écouter ça, ils vont se dire super, on peut tricher au SIT. Surtout, ne trichez pas, ne faites pas ça chez vous. Mais là, pour le coup, ça a vraiment. Et je me souviens, j'ai ouvert mon Velux et j'ai vu le ciel bleu et je me suis dit, ah, les vacances peuvent commencer. Extraordinaire. J'aurais aimé pouvoir faire ça. J'ai dit ça à ma mère, genre 10 ans après, tu vois, quand il y avait prescription. Mais bon, On a rigolé, j'espère. ouais, ouais. Et d'un point de vue sportif, à partir de quel classement est-ce que tu peux prétendre à une bourse complète, qu'on soit un peu rassuré si on est bon au tennis, quoi. Alors, une femme pourra prétendre à une bourse complète à partir de 1,6. À partir de 1,6, tu peux aller prétendre à une bourse complète. Parce qu'il y a beaucoup plus de bourses chez les femmes, comme il n'y a pas de football américain, il y a du budget qui se, Tu as 8 qui se bourses chez dégage. les femmes et tu as 4,5 chez les hommes. Ouais. Donc une femme, gros, ouais, ouais, 1,6, tu peux partir Mm. avec une full ride. Avec un garçon, tu peux partir en full ride à partir de zéro. Mais moi, j'ai des joueurs à -4, -15 qui payent. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Ça dépend surtout de la politique du coach. Est-ce que le coach décide de donner tout son argent à ses 4 premiers? Donc 1, 2, 3, 4, ils ont full scholarship. Par contre, il a plus un rond à donner à son numéro 5, 6, 7, 8, 9. Ou est-ce que justement, il sensibilise toute son équipe en disant, écoute, moi, je vais te donner 80%. 80%, 80%, 80%, et au moins il a un banc, il a une équipe derrière qui tient la route. Et c'est là où les bons coachs et les bons managers sont capables de faire un peu bouger les chiffres en fonction des années et faire payer parfois 5 000 la première année, 0 la deuxième, 0 la troisième et 10 000 la dernière. Et ben tu fais un combiné de tout ça. Et le lycée, ça vaut pas très cher. Mais oui, dans ces classements-là, à partir de 0, 0 -2 chez un mec, tu peux aller prétendre. Après, ça dépend de quelle fac, quelle opportunité, quelle disponibilité aussi en termes de budget. Et donc, juste pour notre culture, c'est le football américain. En fait, l'université dispose d'une enveloppe globale, j'ai l'impression, répartie sur tous les sports. Mhm. Et le football américain est le sport le plus reconnu, donc qui bouffe la feuille, clairement. Et comme je crois qu'il y a une centaine de mecs dans l'équipe de football américain, forcément, comme il n'y a pas l'équivalent chez les femmes au niveau du football américain, ça dégage du budget pour les filles, c'est bien ça? Exactement ça, ouais. Ils ont plus d'argent Logique. et en fait,
il récompense en fait les sports féminins en donnant un peu plus de bourse, sachant que le tennis n'est quand même pas un sport ultra mis en avant aux États-Unis. C'est un sport universitaire, ça c'est clair et net, mais ça fait pas partie de ces mastodontes de football, basket, Ouais. baseball, qui, comme tu le dis, bouffent un peu la feuille. Mais on a besoin des sports comme le tennis, hein, bien sûr. Ouais. C'est pas les joueurs de tennis qui chopent le plus de filles. Voilà. Est-ce que, pareil, question culture, dans le foot, l'athlé, le golf ou que sais-je, c'est beaucoup plus simple d'avoir de bonnes bourses par rapport au tennis? Non, 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 c'est pas plus simple. Tu vois, D'accord. la clé, c'est sur les temps. Donc, tu as les temps nationaux, tu as les temps internationaux et c'est un peu comme le tennis, quoi. Le tennis, on a un classement. La clé, c'est sur les temps. Le foot, c'est un peu différent. C'est bien évidemment, tu as la division dans laquelle tu joues. Un mec qui est U19 NAS, qui joue en réserve de son club pro, bon, bah oui, clairement, il va avoir une opportunité de dingue parce que bah, il est déjà en centre de formation je sais pas moi, de Lyon ou autre. Et oui, un, il va avoir un profil beaucoup plus intéressant, beaucoup plus mis en lumière que les autres. Mais après, ouais, les joueurs de foot, c'est aussi leur performance, c'est aussi la vidéo, c'est toutes ces choses-là et c'est aussi notre expertise. Donc chaque sport a sa spécificité et les coachs américains sur le tennis se basent quand même beaucoup sur tout ce qui est performance, classement français et le fameux classement maintenant UTR qui est très important pour eux. Ah ben justement, précise-nous ce qu'est le classement UTR, s'il te plaît. Écoute, c'est le nouveau classement universel pour chaque joueur. Donc chaque joueur, même en France, on en a tous un, qui te donne un classement à l'international en fonction de tous tes résultats. Voilà, tous tes Ok, résultats français, internationaux, et il te donne un classement international. Et tu vois, je magnifique. crois que, si tu on peut regarder, mais je crois que Joko ou Rafa sont genre 15,6 quelque chose UTR et un mec qui est à un 6,0 va être aux alentours de 11 UTR et ça descend un petit peu comme ça le classement. Donc ça n'a rien à voir D'accord. avec le classement français, mais tous les performances sont censées être reprises du 10-up, du classement français sur l'UTR. Ça existe depuis quand? C'est une bonne question, j'ai envie de dire bien 5-8 ans, ouais, 5 D'accord. 5 ans, tout dans le genre. Ok. J'ai vu sur vos titres que vous aviez 13 joueurs et joueuses qui sont passés par Elite, qui ont fait tableau à Roland. Avant de me dire quelques noms, juste pour ne pas oublier cette question, vous faites aussi des détections. Maintenant, il y a des coachs qui voyagent en Europe pour venir rencontrer les joueurs. Il y a d'ailleurs une journée de détection bientôt à la French Touch Academy au Cap d'Agde. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, ça d'une part, ou alors d'autre part pour les joueurs qui ne font pas la détection, comment on réalise une vidéo pour ensuite l'envoyer aux coachs aux universités? Écoute, les détections, on a voulu s'inspirer de ce qu'ils font dans le foot, donc dans le soccer, d'avoir une journée de sensibilisation où tu peux voir les joueurs et il y a rien de mieux pour un agent de voir ce qu'un joueur est capable de produire. Un classement, c'est une chose, mais de voir le joueur comment il se comporte sur le terrain, c'en est une autre. Et on a eu on a eu cette idée de faire des journées de détection et parfois même des week-ends de détection où les joueurs viennent jouent euh, en simple, en double, et aussi on va avoir des tests d'anglais et ensuite des entretiens individuels avec nous où on va pouvoir comprendre qui ils sont. Et il y a surtout c'est une volonté de former et d'informer aussi les jeunes et les parents surtout sur ce projet US et qu'ils puissent rentrer à la maison avec un maximum d'informations plutôt que d'aller sur un site internet ou de recevoir un flyer. C'est de toucher vraiment des doigts le projet US sur une journée, sur un week-end. Et on a aussi, bien évidemment, aussi des coachs qui viennent régulièrement en France. Et dès qu'on a des joueurs dans le pipe qui peuvent être intéressants, on les propose aux coachs. Et vous faites ça où, les week-ends dont tu parles? Écoute, on en a fait quelques-uns sur la région parisienne. Le dernier en date, on l'avait fait à Asnières-Azur, club de tennis là-bas. On avait fait pas mal à Paris-Jean-Bouin et on va faire les prochains à la French Touch. Ok. Ok, d'accord. Et comment les jeunes vous connaissent? Bouche à oreille, Insta, site internet, comment vous faites? Alors, Podcast? bah, écoute, podcast, c'est surtout les podcasts. Ouais, forcément. Non, mais j'ai envie de dire principalement du bouche à oreille. Euh, je vais dire un truc tout bête, mais le monde du tennis est un tout petit monde. Tout le monde se connaît, euh, ce qui peut être positif ou négatif, mais ouais, c'est surtout du bouche à oreille. Après, il y a forcément une part de recrutement où on est aussi sur les tournois, où on se montre, mais on n'a jamais été vraiment trop dans l'objectif d'aller harceler les jeunes sur les réseaux sociaux, à envoyer du message en disant tu veux signer.
Encore une fois, on est plus dans la démarche de s'intéresser à l'athlète et de comprendre qui il est et d'avoir une relation de confiance avec lui plutôt que d'envoyer des messages de commerciaux sur les réseaux, c'est pas forcément l'envie. Et aussi, on a des coachs avec qui on bosse, l'académie avec qui on bosse, avec la French Touch, bien évidemment. On a cette visibilité et toutes les actions qu'on fait, les détections, les voyages, cette communication, les réseaux, c'est tellement important. Instagram, d'ailleurs c'est dingue comme c'est si important aujourd'hui, mais on a cette visibilité aussi sur les réseaux. Ok. Je pensais à autre chose pendant que tu parlais, mais c'est sorti. Du coup, les 13 tableaux de Roland qui sont passés par Elite, t'en as un en Alors, tête un peu? passer par Elite, on fait tableau Roland. Alors, je sais pas si tu as vu ça sur notre site internet, Ouais. mais Propagande. je sais pas, je vais vérifier ça, ça m'intéresse. Ouais. Mais non, oui, on a des joueurs qu'on fait Roland Junior. Alors là, aujourd'hui, c'est très simple. Hein. Ça fait 5 ans que le département tennis, il a ouvert, il a réouvert, entre guillemets. Donc, on arrive sur la fin des joueurs qui sont partis sur la première année. Donc, non, pas de joueurs qui sont passés par nous et qui sont à Roland. Maintenant, Ah, le nombre de joueurs qui passent par les universités américaines et qui sont dans les grands chelems chaque année, c'est assez ridicule comme le nombre augmente, quoi. C'est aujourd'hui, c'est 15 à 20% des joueurs qui sont dans le top 250 hommes et femmes qui sortent des universités américaines. Enfin, c'est juste monstrueux, cette stat. waouh. Incroyable. Ah oui, la question que je voulais te poser juste avant, c'est euh, la majeure partie des gens que vous faites partir, est-ce que c'est post-bac ou est-ce que c'est un an après le bac, 2 ans après le bac? C'est quoi le parcours le plus classique ou celui que tu recommandes toi? C'est principalement après le bac. Moi, je pense que D'accord? c'est bien de partir après le bac. C'est vrai qu'en tennis, il y a un peu cette nouvelle mode de se donner un an supplémentaire, où on a envie vraiment de se prouver qu'on peut avoir un, deux, trois classements supplémentaires. C'est vrai que le jeu en vaut la chandelle. Si tu pars en étant -4 ou à un 6, bah, c'est quand même pas les mêmes opportunités. Ouais. Donc, il y a beaucoup de joueurs de tennis qui font un BTS ou qui font une année universitaire après le bac pour avoir un meilleur profil. Mais majoritairement, on conseille que les jeunes puissent partir après le bac. C'est quand même mieux. Ils vont avoir 4 ans sur place. Si tu fais un an ou deux d'études supérieures en France, bah, tu as forcément une expérience aux US qui est un peu moins longue était forcément un petit peu moins intéressant pour les coachs parce que bah, tu vas rester moins longtemps dans l'équipe, tu investis de l'argent pour un joueur qui va avoir moins d'impact sur le temps et ça, il faut prendre tous ces éléments en considération. Après coup, tu t'es dit, toi, que tu aurais peut-être dû partir un peu plus tôt? Carrément, ouais. Ah Moi, ouais. c'est peur. Je vais pas mentir, j'avais complètement peur. Ah ouais. Ah, t'avais peur. D'accord. Bah, attends, il Oh faut bah dire, alors, Antoine, faut dire au revoir à tes tu parents. caches bien ton jeu. Non, mais attends, c'est pas simple de partir. Tu prends l'avion. En plus, tu as un niveau d'anglais qui ressemble à rien, et puis tu pars et ouais, tu es à l'inconnu, quoi. Donc, Ouais. pose plein de questions quand tu as le bac. Qu'est-ce que je fais? Je passe mon DE, je vais en école de commerce, je commence à te bosser, et puis moi, j'étais pas du tout scolaire, et je le suis entre guillemets un petit peu devenu après, mais et puis ouais, tu prends la solution de facilité. Moi, j'ai fait une école de commerce, et puis après, au bout de 2 ans, on m'a un peu botté les fesses en me disant, allez, vas-y, quoi. Putain, tu vas le regretter. Et puis, Ouais. putain, j'aurais dû faire 4 ans, carrément, Ouais. j'aurais dû. Parce que, voilà, pour l'avoir fait, moi non plus, je suis pas très scolaire, hein. J'ai fait un bac à l'époque le plus simple possible, STG, pour justement me donner. 450 au SAT quand même, t'es super scolaire. Bah, je suis une machine. Mais non, non, c'est pas trop mon truc. Et en fait, j'ai préparé les examens en parallèle du bac. Mais bon, un bac STG, hein, on va le repréciser, c'est important. Parce Moi que, aussi. pareil, je m'étais dit, je me laisse cette année-là pour beaucoup matcher, monter. Et le TOEFL, pour le coup, je l'avais repassé. Je m'étais mis en mode commando et j'avais eu 80, je crois, un truc comme ça. Donc ça allait. Même si en arrivant là-bas, c'était pas Jojo, bah au moins, franchement, l'année du bac, elle est exploitable. Si t'es pas sous l'eau, tu peux passer les examens, tu peux matcher dans la mesure du possible. Ou alors, si vraiment tu as envie de prendre le temps, comme tu l'as dit juste avant, à la French Touch, ils ont donc cette opportunité dont on parlait avec Charles, qui est de faire un an sur place, un BTS, comme tu l'as précisé, en matchant comme des bourrins et en s'entraînant et en apprenant aussi l'anglais. C'est quand même important de ne pas négliger ce volet-là, sachant qu'ils ont à peu près, je crois, 6 heures de cours par semaine. Donc voilà, c'est Ouais, bon c'est à ça. prendre. Ouais. Bah, le but, c'est clairement que ton profil il fasse un énorme saut, quoi. Tu vois, un big jump et que l'année te serve à quelque chose. Hmm, Et le constat qu'on fait, c'est que parfois, tu as des jeunes qui disent, ouais, je vais partir et puis qui font 25 matchs, quoi. Moi, à hmm. mon époque, je crois que j'avais des saisons à 90, 100 matchs. On jouait comme des Oh, pauvres. Et, incroyable, c'est ouais, je jouais. fou. Mon père en pouvait plus, hein, mais Ah ouais. c'était sur Et licence et autres, mais on jouait, quoi. Et il faut ouais. jouer.
Ah, t'as dû vivre des belles émotions avec des matchs au couteau, super tie-break, des ambiances de fou, j'imagine. Ouais, tu vis des trucs sympas. Là-bas, t'as le truc le plus sympa quand même, c'est oui, quand tu gagnes ta conférence, bah, mine de rien, tu rentres en France et t'es un champion. Conférence, qu'elle soit importante, grosse université, on s'en fout, t'as gagné la conférence, t'es champion, quoi. Ah, C'est c'est bon, ça. le plus Génial. important. Vous aviez fait une teuf de ouf après? Ouais, on a fait la fête. Ouais, puis tu sais, tu fais la fête avec ton t-shirt où il y a écrit champion Caroline du Sud, et puis t'as le trophée, et puis t'es un peu la starlette de l'université pendant une semaine, donc ça c'est cool. Mais après, t'as aussi ce fameux match le fameux clinch, on appelle ça, c'est le fameux match décisif. Et tu vois, j'ai un de mes joueurs là qui s'appelle Raphaël Perrault, qui est à A&M, qui a gagné le match décisif là il y a pas très longtemps contre Alabama. Waouh. Putain, tu le vois, il tombe par terre au sol, il y a des vidéos de dingue, les mecs arrivent sur lui et ouais, tu fais ce sport universitaire, tu joues le college tennis pour ces émotions-là, pour les gars, pour mouiller dans le troisième à 5-5, et tu es là, ça avance plus du tout au service, mais putain, quand tu gagnes, c'est fou quoi. Énorme. Et c'est toujours le même coach quand tu y étais, toi, ou pas, dans ton univ? Non, non, non. Moi, mon premier coach est parti et là, c'est toujours le même. Ouais, exactement. C'est toujours le même coach de ma dernière année. D'accord. T'as gardé contact? J'ai gardé contact. Bah, écoute, je lui mets des joueurs chaque année. Donc, ouais, ouais, j'ai gardé contact. Incroyable. C'est beau, Ouais, ça. ouais. La boucle est bien bouclée. Ferguson, tu vois. Énorme. Les autres questions que j'avais notées, quelles sont les différentes ligues universitaires américaines? On y a répondu. J'ai entendu parler d'éligibilité NCAA. Qu'est-ce que ça veut dire en 3 mots? En trois mots. C'est impossible en 3 mots. Zut. Impossible, bravo. Non, l'éligibilité, c'est grosso modo l'autorisation de jouer, d'être clear auprès de la NCA. Il y a énormément de règles. Il y a tout Oula. le dossier scolaire. Faut être un bon étudiant pour être éligible scolairement. Il faut aussi athlétiquement ne pas avoir gagné trop d'argent, ne pas avoir été considéré comme un pro. Il y a beaucoup de règles, ne pas avoir eu de pro dans ta scolarité. Les redoublements sont très mal vus. Et il y a énormément de règles sur l'éligibilité et en quoi ça consiste. Mais Si t'as c'est gagné trop d'argent, c'est à partir de combien que t'es plus éligible? je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu au-dessus de 10 000 euros. Ah 10 000 ouais, euros. donc c'est pas beaucoup, ouais. Ok. Mais attention, ouais, pareil, sur la partie contractuelle, t'as pas le droit d'avoir eu trop de contrats, t'as pas eu, en fait, il faut faire attention à la visibilité. D'accord. On a des jeunes, qui ont été dans les meilleurs français, qui étaient, pris en charge par des agents, par la Fédé et autres. Il faut faire très attention avec tout ce qui est contrat, tout ce qui a été publicité et autres sur eux parce que bah, ça peut être vu, ça peut être visible et il y a plein de joueurs qu'on connaît qui n'ont pas été éligibles à cause de ça parce qu'ils ont eu des contrats plus jeunes où ils ont touché de l'argent et c'est mal vu. Mais c'est pas, ils sont pas en train de se relâcher un peu là-dessus, justement? Il y a pas des règles. Il y a des règles là, qui sont passées récemment. Ouais. Ouais. C'est pour ça que maintenant, tu peux prendre de l'argent. Avant, c'était tolérance zéro. Maintenant, il y a cette possibilité de toucher de l'argent. Il y a cette possibilité maintenant de gagner de l'argent via son image aux États-Unis, ce qui est un vrai game changer. Il y a vraiment une volonté de la NCA d'aujourd'hui d'ouvrir un peu les valves pour que le tennis, qui aujourd'hui n'est plus vraiment pour les meilleurs un sport amateur, il y a des pros. Hein, quand on voit un Ben Shelton qui sort, le mec, il est top 50 6 mois après, il y a quand même un vrai niveau, quoi. Donc aujourd'hui, on ouvre un peu les valves et la NCA veut que les joueurs amateurs là-bas puissent devenir plus côté professionnel très rapidement. Ai-je des chances de devenir professionnel après l'université? Tu viens d'y répondre. Merci. Vraiment. Est-ce que tu penses que ça va aller croissant? Tu disais qu'il y avait de plus en plus de niveaux et de joueurs qui vont dans les unives. Donc, c'est quoi? C'est que les joueurs arrivent un chouïa plus tard sur le circuit et veulent se rassurer avec un bagage. C'est quoi le parti pris? Écoute, aujourd'hui, si tu regardes la moyenne des joueurs sur la TP, je crois que c'est 24 ou 25 ans. Donc, tu vois, c'est sur le top 100. D'entrée sur la TV? Non, 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 dans le top 100. Si tu regardes D'accord. l'âge moyen du top 100 aujourd'hui, ou quand tu arrives, c'est grosso modo 24-25 ans. Les Ouais. mecs, quand ils partent en université américaine, les joueurs, ils arrivent, ils ont 21 ans, ils sont diplômés, ils ont 21 ans. Tu peux même arrêter un petit peu avant et t'arranger avec ta fac pour aller peut-être plus tôt si tu es prêt. Ouais. Mais oui, ce que je pense aujourd'hui, que l'université et cette mode aujourd'hui va continuer et va aller crescendo, ouais, carrément. Aujourd'hui, je pense, et c'est moi qui pense ça, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure opportunité pour un athlète, un tennisman ou une tenniswoman de partir en université américaine. Tes études sont financées, tu t'assures un backup, tu t'assures un plan B et un plan C. Demain, il t'arrive quoi que ce soit, tu es sur le circuit. Déjà, ça coûte un blé monstrueux d'être sur le circuit. Ça coûte 50, 80 000 dollars annuels. Mm. Si en plus, tu n'y arrives pas et qu'un jour tu te fais une blessure et que tu as 22, 23 ans et que tu n'as pas d'études, bah, tu fais un job un peu par défaut et c'est dommage. Mm. Que comprend une bourse?
Que comprend une bourse? Une bourse comprend les frais, les frais de scolarité, de nourriture, de logement, Tu, l'assurance, le tennis. Tout est pris en charge lorsque tu as une bourse complète, elle te prend tout en charge. et tu confirmes, meilleur t'es, plus tu peux négocier. C'est-à-dire, tu peux même négocier une bagnole, tu peux négocier. Alors, Maintenant, je crois qu'on paye plus les livres. Paul me disait que c'était tout en ligne. À l'époque, ça coûtait une blinde. Est-ce que c'est alors, toujours le cas? les livres peuvent être dans la bourse. La bagnole, non. Ça, je sais pas. Ah, Non, bah non. moi, il y avait un mec dans mon unif qui avait C'est vrai. négocié une caisse. Ouais, ouais. Alors, ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, et c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a des conférences qui donnent un peu plus d'argent dans la bourse. C'est pas de l'argent qui est considéré comme l'argent de poche, c'est de l'argent qui est considéré comme combler les dépenses qu'un athlète peut avoir sur place. Et tu D'accord. vois, Paul Collin, dans sa fac, ils ont un chèque entre 3 à 6 000 dollars annuels Ouais. pour supporter ces dépenses qu'ils peuvent avoir. Donc c'est, oui, sur le papier, considéré un peu comme de l'argent de poche, mais c'est censé payer et financer des frais supplémentaires qu'ils ont. Donc tu vois, cet argent-là, ils l'utilisent un peu comme ils veulent. Soit ils sont smart et ils Ouais. l'utilisent pour aller sur le circuit ou faire des tournois, soit ils l'utilisent pour payer leur billet d'avion pour rentrer. Mais une bourse, on ne peut Détourné dans la boîte du coin. pas les détourner dans la boîte du coin. Ça, ouais, ouais, Ça c'est smart, ça, Paul. c'est smart, ouais, ça ne m'étonnerait pas de Paul, tiens. Oh, le tir facile à Paul. Régulièrement. Euh, ok, je comprends mieux. Et les livres, du coup, maintenant, c'est plus payant? Ça coûte une blinde les livres US. D'ailleurs, c'est ridicule, mais pour certains, c'est pris dans la bourse. Ou alors D'accord. maintenant, tu peux avoir les fameux e-books. Tu peux aussi te faire louer le book, le livre, pardon, sur Amazon. Enfin, tu as plein de possibilités aujourd'hui pour réduire les coûts pour un étudiant, plutôt que de faire l'étudiant lambda, de prendre le bouquin, de l'acheter neuf. Tu as des bouquins qui coûtent 350 balles, quoi. Ouais. Et ça coûte vachement cher, donc faut trouver des moyens. Est-ce que je peux perdre la bourse en cours d'année? Pas en cours d'année, non. D'accord. À la fin de l'année, oui. Alors, cas spécial, est-ce que tu as des joueurs qui ont fait de grosses conneries là-bas et qui se sont fait virer de l'université, par exemple, ou de l'équipe de tennis? Ouais, 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 Quel ouais. type de conneries on veut savoir? Bon, des conneries toutes bêtes, mais d'aller fumer autre chose qu'une cigarette dans sa chambre ou autre, bah oui, forcément, il y a pas le droit, il y a tolérance zéro, quoi. T'es un Et après, athlète, c'est quoi? C'est test antidopage ou t'es fait prendre par le surveillant du coin? les deux, ouais, ouais, test antidopage. Il s'est fait prendre par, je sais plus, si c'est par le coach ou par le surveillant ou par la sécurité qui était dans l'immeuble et puis c'est renvoyé immédiat. Et il y a beaucoup de tests? C'est aléatoire, ça tombe. Alors, plus ton université est grosse et plus la conférence est grosse et plus il y a de la visibilité sur l'université, plus tu peux te faire tester, bien sûr. Et t'as eu beaucoup de joueurs qui se sont fait éjecter? Non, pas beaucoup. Non, non. En vrai, on essaye vraiment d'être peut-être, j'ai envie de dire, un peu fraternel, paternel avec eux, en leur faisant aussi un peu peur. On a aussi cette volonté, lorsqu'ils viennent à Paris pour le visa américain, de recevoir aussi les familles. Et c'est aussi un peu le dernier rendez-vous avant départ. Et on est aussi là pour leur mettre un peu des petits warnings. On fait pas n'importe quoi aux États-Unis, on est des étrangers. Hmm. On a un visa, on est des étudiants avec une bourse. Et c'est aussi notre rôle de les conseiller sur la culture, sur ce qu'on peut faire, pas faire. Et ça, c'est notre job. C'est plus un peu des conseils. Après, ils en font ce qu'ils veulent, mais on fait pas n'importe quoi sur un campus universitaire. Et à contrario, bon, ça fait 5 ans que tu fais ce métier, donc t'en as pas forcément qui sont pères de famille et PDG de grosses sociétés, mais est-ce que tu as un ou deux beaux parcours post US sympas à relayer? De joueurs que j'ai envoyés? Ouais, qui ont de beaux jobs ou en train de bien marcher sur le circuit ou un mix des deux, je sais pas. Alors, écoute, pas moi spécialement, parce que comme je te le disais, on est justement dans les dernières années là de joueurs qui ont commencé à partir. Maintenant, oui, on a des parcours de dingue sur l'agence, des profils qui sont partis, des mecs qui venaient de fin fond de la cité avec un background absolument dégueulasse, qui aujourd'hui travaillent dans les plus grosses banques américaines. Enfin, oui, il y a des sacrées belles histoires. Et aujourd'hui, le sport aux États-Unis et le pays de tout est possible, bah, c'est vrai quoi. Et c'est clairement possible. T'en as qui gagnent un blé monstrueux. Enfin, moi j'ai un de mes potes qui est parti, qui a fait 4 universités et aujourd'hui il gagne super bien sa vie aux US et quand tu le voyais avant, c'était un branleur fini, quoi. Puis maintenant, aujourd'hui, c'est un mec qui s'épanouit, qui roule dans une bagnole de dingue et ouais, tout est possible aux US. C'est bon ça. Comme tu connais bien l'envers du décor là-bas, en moyenne, de combien sont les budgets tennis pour les universités et de combien sont les salaires des coachs? Oula, je dois répondre à tout ça? Ouais, Écoute, alors,
les budgets pour les plus grosses universités. On avoisine le budget annuel d'une université. Ça comprend pas que la bourse, ça comprend l'enveloppe qu'il a pour financer toute la saison. On est sur des budgets à plus d'1 million de dollars. Ça dépend des universités, j'imagine. Ça dépend des universités. Là, je parle des plus grosses universités. Ouais. Euh, on est sur le plus du million de dollars où bah, ça comprend les déplacements, les hôtels, les avions, les bourses, toutes ces choses-là. Cédric Kaufmann avait dit 850 000 pour la sienne, par exemple, tu vois, alors que c'est quand même une belle univ, quoi. Il me grosso, disait qu'il avait le 30e budget des US. bah, écoute, c'est grosso modo ça. Ouais. J'avais des coachs qui m'ont dit qu'ils avaient plus d'1,2, 1,4 de budget. Kentucky fait partie de ces gros budgets-là. Et les salaires des coachs, écoute, oui, j'en connais certains. Pour les plus reconnus, les plus connus et ceux qui ont plus d'expérience et les plus grosses universités, on avoisine les 400, 500 000 dollars annuels. Ah, c'est beau. Ouais, c'est des beaux salaires pour un sport comme le tennis. Après, comparé au football ou au Ouais. basketball où tu es pour certains à plus de 10 millions de dollars annuels, c'est Wow. rien du tout. Mais encore une Incroyable. fois, c'est la démesure, c'est le sport universitaire et c'est incroyable les moyens qu'ils sont capables de mettre pour le sport US. Et les droits télé là-bas, c'est rediffusé sur quoi? ESPN, le tennis? Tennis Channel? La semaine dernière, il y avait encore March Madness, qui était les finales, la phase finale de basketball. Et ouais, c'est retransmis à la télé sur ESPN, sur toutes les chaînes. Mais le tennis? Alors le tennis, est-ce que c'est sur ESPN? Je sais même pas si c'est sur ESPN, mais oui, c'est retransmis sur certaines chaînes télé. Tennis, je crois même que ça doit être Tennis TV, je crois, aux US sur les finales de NCAA. Et tu penses que le pickleball va devenir sport universitaire, comme c'est un phénomène incroyable là-bas? Non, je pense que ça a aucune chance. Pourquoi? Parce que de là à ce que ça passe un sport universitaire, ça serait une révolution. Un sport qui arrive dans la NCAA, ça prend des années et des années. Alors oui, c'est révolutionnaire, mais c'est quand même très branché US. Et quand je vois l'explosion du paddle dans le monde par rapport au pickleball, c'est quand même, je pense, un impact beaucoup plus fort. Encore une fois, c'est peut-être ma vision de la chose, mais Donc le paddle a plus de chances de devenir sport US. universitaire, enfin, j'adorerais que le paddle devienne sport universitaire. J'adorerais. Est-ce que ça le deviendra un jour? Je sais pas, j'en doute. Honnêtement, j'en doute. C'est Ok, des sports qui sont là depuis des années et des années, et pour que ça change, c'est compliqué, quoi. d'accord. Bon, il reste 4-5 questions, et puis après, on a bientôt fini, je te rassure. Est-ce que mon diplôme américain sera reconnu à l'étranger? Oui. Ouais, il sera reconnu. Ils ont pas tous la même équivalence quand tu rentres en France, parce que typiquement la médecine américaine est différente de la médecine française. Pareil pour l'éducation, pour le droit et autres. Mais oui, tous les diplômes sont valables. Aucun diplôme n'est caduc. Après, il faut peut-être se faire certifier, valider, refaire 1 ou 2 années en France quand tu reviens avec ton diplôme. Et en revanche, le permis de conduire, je crois que ça dépend de l'État, mais il n'est pas forcément valable en France, hein, c'est bien ça? Quand tu le passes là-bas. Ouais, il y a beaucoup qui l'ont passé. Tu vois, typiquement Hortense, elle a un permis américain. Voilà, elle ne s'est pas passé. Ouais, tu as certains États qui sont Ouais, valables en France/Europe, mais par exemple la Floride, je crois que c'est pas valable. j'avoue, je sais même pas sur les Ouais, spécificités il me de semble. un département État, mais le permis il est très facile à avoir aux US. Je Ouais, crois que c'est 2 heures, même pas. Mais après en France, il faut faire cette équivalence, ce switch. Je disais, Hortense, elle l'a fait. Elle a pas le permis français, elle a le permis américain. Elle conduit nickel, quoi. Et elle l'a ouais. passé au. Et ça coûte 100 $, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a une équivalence pour les études de médecine, kiné et droit? Les équivalences, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est très problématique enfin, c'est pas problématique, c'est compliqué pour un étudiant qui va aller faire kiné ou médecine aux États-Unis qui veut rentrer en France. Il faut, et c'est très simple, on l'a fait à plusieurs reprises, contacter l'Agence nationale des ostéos, des kinés ou autres, et c'est tout simplement leur dire, voilà, je vais passer tel crédit, je vais passer telle classe, et souvent le message, c'est, bah, quand vous rentrez en France, vous ne pourrez pas exercer tout de suite en quatrième ou en cinquième année, il va falloir refaire 1 ou 2 années parce que certains modules ne seront pas validés, parce que c'est des modules qui sont différents. Tac. Et 80% des jeunes que vous envoyez font quoi? Business administration et management du sport ou pas? Ouais, c'est à peu près ça. Business, management, finance, marketing, sport management. Ouais, C'est vraiment ces matières-là, ces majors qui sont choisis. d'accord. Et il y en a quand même qui font le major médecine, kiné ou droit? Ouais, t'en as, ouais. Ah, Ouais, c'est chouette. t'en as. Mais ils l'ont pas, parce qu'ils ont cette volonté aussi. Moi, j'ai des jeunes qui viennent, qui me disent, devant leurs parents, moi, je vais rester aux US. Je m'en Ah fous que ça soit ouais. pas reconnu, ouais, je veux rester aux US. Je veux bosser aux Ah, US. C'est wow. fantastique. Ouais. Mais voilà, il faut aussi les prévenir sur ces équivalences françaises et américaines. Et toi, tu ne voyais pas rester là-bas? J'adorerais rester là-bas.
Ah ouais? Ah ouais, bien sûr. Attends, les US, c'est fantastique. J'y étais Ah, t'es encore un il y a vrai, 15 toi. ans. Mais ouais, Ok. j'adore. Moi, je suis branché US à fond, mais et déjà de un, il y a la famille, et puis il y a toute la partie visa, green card. C'est très compliqué, mais un jour, ça arrivera, je pense. D'accord, ok. Ouais, comme quoi, tu vois, moi, je me serais pas du tout vu vivre C'est vrai? là-bas. Ah ouais, franchement, le charme à la française me manquait trop. Vraiment. C'est ouais, la mer et le bruit des vagues qui te manquaient un peu, non? Ben non, parce que je suis dans le Pays Basque depuis 3 ans, mais non, le côté highway avec des fast-food de chaque côté, trop. Moi, je Alors, trouvais ça trop. il y a des trucs qui sont pas sexy, c'est sûr, mais tu Ouais, vois, moi, j'étais persuadé que j'allais bosser un jour dans le sport. Et ouais, c'est vrai que le pays aujourd'hui dans le monde qui est, si tu veux bosser dans le sport, c'est les US, quoi. Et ok. moi, j'en étais convaincu. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points négatifs sur les US, pure et haute, et ça, c'est un autre sujet, mais ouais, moi, j'ai toujours été très branché sur ça, quoi. Et puis, Trop tout est bien. possible, quoi. Quelles sont mes responsabilités vis-à-vis de l'université si je pars? Les responsabilités vis-à-vis de l'université, bah, c'est euh, le minimum, c'est de valider ses classes et d'aller à Ouais, l'entraînement tous les jours. On te demande pas de gagner tous tes matchs, mais c'est de te donner à 110% tous les jours et pas à 90, mais vraiment à 110% tous les jours. De valider tes classes, ça c'est obligatoire parce que si tu ne valides pas tes classes et tu te retrouves avec des F, donc tu fails ta classe, tu te retrouves avec un coach qui peut te sucrer ta bourse. Et donc là, c'est la catastrophe parce que tu payes 10 et bah tu vas payer 40 et puis là ça fait mal au portefeuille. Donc ouais. je peux dire que c'est un peu ça ton dû à l'université, c'est de faire le strict minimum, c'est-à-dire 100% partout, quoi. Et juste pour rappel, du coup, les notes, c'est entre A, B, C, D, E et F, fail. Voilà. Et J'avais ça, euh, après de 4.0. j'avais eu un magnifique D en maths et j'étais allé voir la prof en lui disant bonjour madame, voilà, je suis dans l'équipe de tennis, est-ce qu'éventuellement je pourrais avoir un C minimum à la place d'un D pour valider cette classe? Et non. Ok, merci. Ouais, elle était fermée. Next. Moi, je l'ai fait un paquet de fois, ça, et en vrai, avec la grosse différence de la France, c'est que tu vas voir les profs, tu leur dis que tu es un athlète, et ouais, ils te donnent un devoir supplémentaire pour te rattraper. Et moi, j'avais le numéro de mes profs par message, et parfois, je leur envoyais un message à 21h, quoi. Ah ouais, génial. Ouais, Ouais, j'avais un prof en anglais qui était hyper conciliant parce que j'écrivais des essais mais qui voulait rien dire. Et le mec me mettait un A d'office parce qu'il savait que j'étais joueur de tennis. Mais non, la dame des maths, c'était pas son truc. Elle était plus lacrosse ou softball, j'en sais rien, mais la tennis. crosse, sport fantastique que tu découvres aux US. Ah oui, fantastique, oui, oui, oui. Suis-je couvert par une assurance aux USA? Ouais, exactement. Ok, Tu es obligé d'avoir l'assurance de l'université. Tu ne pourras pas jouer et tu ne seras très probablement pas clear auprès de l'université si tu n'as pas ton assurance étudiante. Alors, est-ce qu'elle est payée par la fac ou est-ce que c'est toi qui dois la payer? Et en plus de ça, on conseille souvent d'aller prendre une assurance supplémentaire. d'accord. Soit on prévient la mutuelle française, soit on peut en prendre une privée en plus. Et c'est vraiment pour s'assurer que s'il y a quoi que ce soit, il n'y aura aucun problème. Ça coûte combien en moyenne? Une assurance privée? Ouais, L'assurance de la fac, en général, elle est à peu près entre 500 et 700 dollars par semestre. Donc, tu vois, entre 1000 et 1400. Et l'assurance privée, si tu en prends une, bah, tu peux en trouver une à 300 et 600 euros annuels, quoi. même chose pour les billets d'avion, ça peut être payé par l'université ou alors à tes frais perso, c'est ça? Ouais, c'est un sujet un peu touchy. C'est pas trop, on doit pas trop dire que certaines universités peuvent le payer. C'est pas trop autorisé. Mais certaines facs arrivent à faire passer des billets, via la bourse. Ouais. D'ailleurs, Paul nous a raconté que sa fac l'avait fait venir pour visiter 4 jours, tout frais payé. Est-ce que Ça. c'est quelque chose de rare ou ça se faisait Non, non, régulièrement? non. Écoute, le process de Paul il était très simple. Il était à l'académie dans le sud. Il y a Rodic, avec qui j'étais en John contact. Roddick, le frère d'Andy. John Rodic, le frère d'Andy Rodic. Et on a beaucoup échangé. Et John m'a fait confiance. Il est venu en France et puis il voulait s'assurer avant que Paul n'était pas un touriste. Donc il est venu, il a pris l'avion et il lui a offert cette bourse. Et après, il lui a dit, écoute, je veux que tu viennes faire une visite. Je veux que tu viennes sur place. Donc il lui a payé un billet d'avion aller-retour. Et il lui a fait pendant 4 jours et donc 48 heures d'official visit où tout était payé par la fac pour qu'il puisse aller là-bas et s'assurer que c'était le bon endroit pour lui. Magnifique. Et que se passe-t-il à l'inverse si l'université ne plaît pas aux joueurs ou à la joueuse? Il prévient son agent et puis on continue la recherche. Mais oui, donc ça, c'est dans le cas de figure où t'es pas encore parti. C'est dans le cas de figure où t'es pas encore parti. Après, dans le cas de figure où t'es parti et pour X ou Y raison, ça se passe pas forcément très bien. Ou alors, à l'instar, t'as envie d'aller voir autre chose parce que t'as tout pété, t'as droit à un transfert dans ta carrière. Donc, Hmm. t'as le droit d'aller te faire un transfert et d'aller Avant changer. la troisième année.
Tu as droit d'aller transférer avant troisième année, mais même ceux qui vont faire des masters aussi peuvent se permettre d'aller transférer derrière. Donc, T'as quoi comme pourcentage de joueurs et joueuses que tu as fait partir qui ont transféré? écoute, le pourcentage, il augmente. Il augmente parce que c'est devenu un peu une mode, une mauvaise mode, je trouve. Ah ouais? C'est depuis le Covid, le transfert portal, pas mal de choses. J'ai la sensation qu'aujourd'hui, les joueurs partent en se disant, quoi qu'il arrive, j'aurai deux expériences. Ok, Euh, Ce qui n'est pas forcément une bonne manière de penser. C'est un droit, ils ont le droit de transférer, mais ils sont trop en mode, OK, la première année, ça ne va pas. Au lieu de se mettre dans le dur et de se dire, allez, je stick to the plan et je me fais mal et je reste là, c'est OK, transfert, j'ai droit à un transfert et je pars. Et je trouve que c'est un peu dommage de penser pareil, mais aujourd'hui, le pourcentage, il augmente. Je sais pas le pourcentage exact, mais il augmente pas mal. d'accord. Euh, que se passe-t-il en cas de blessure? L'université a l'interdiction de te supprimer ta bourse en cas de blessure. Donc, elle te propose bien évidemment de faire ta rééducation à l'université. Et à la fin de l'année, ça dépend de l'université, mais enfin, ça dépend de la blessure, pas de l'université. Mais si en effet tu viens de te faire un croisé, c'est le deuxième croisé en 2 ans, le coach en général, il peut aussi gentiment dire, écoute, bah on paye, mais on paye pour rien, quoi. Tu seras jamais là. Donc c'est compliqué, mais il y a pas de possibilité pour un coach de virer à cause d'une blessure. Ok. J'ai 4-5 questions de fin pour mieux te connaître, Antoine. Mais avant ces questions-là, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas posé parmi les 1 877 000 questions que je viens de te poser, auxquelles il faut absolument répondre sur le sujet college tennis universitaire américain, quoi. Je sais pas s'il y a des questions en particulier. C'est plus des anecdotes qui peuvent être rigolotes, mais non, pas de questions en particulier. Je pense qu'on a comblé le sujet. Après, c'est vrai que tout à l'heure, je disais que c'était un peu le parcours du combattant de partir aux US. Et c'est vrai, il faut s'y préparer. C'est pas parce qu'on prend un agent que tout va être facile et que l'agent fait tout. On a besoin que les athlètes jouent le jeu aussi. Et même quand on pense que tout est bon, il peut toujours arriver un truc. Et tu vois, moi, il m'est arrivé un truc, une petite histoire. Une de mes joueuses, Sophia Biolay, numéro 51e française, elle part aux US pour aller faire son official visit et passer son SAT là-bas sur place. Elle rentre dans l'avion à Charles de Gaulle, c'était pendant la période Covid. Il y a le Marshal qui est venu la sortir de l'avion en disant t'as pas un fameux numéro parce que il y avait que une certaine raison pour aller aux US à cette époque-là du Covid. Ils ont sorti, bon bref, un bordel monstrueux, mais c'est plus des histoires plus que de questions posées, quoi. Ok. On Mais se bon, fera on se fera un top 10 des meilleures anecdotes, si tu veux. ouais, mais tu vois, mon plus gros kiff, moi, dans mon job, c'est d'aller là-bas sur place, d'aller voir les joueurs, Ouais. d'aller. Là, j'y étais il y a 3 semaines, j'ai pris une photo avec mes 5 gars qui sont à UCF, et c'est cool, quoi, parce que tu as fait tout ce process-là, t'en chies, parfois tu t'engueules, parfois, mais le résultat, c'est qu'ils sont sur place, ils sont habillés de la tête aux pieds avec l'effigie de leur fac, et tu vois les mecs qui sont heureux, et c'est pas facile, mais quand on y arrive, et on y arrive presque tout le temps, tout se passe super bien, et on est trop heureux pour eux, quoi. Et quand tu vas là-bas, tu vas voir les autres sports pour t'en inspirer, tirer un peu des Ouais. leçons, voir s'ils sont en avance sur certains trucs. Alors les autres sports, oui, on va les voir. Tu vois, j'étais avec un groupe de 15 joueurs et on s'est posé 2 heures sur un entraînement de baseball. Les gamins étaient comme des fous, quoi. Ils se disent, putain, c'est quoi ce sport? Alors que le baseball, tout le monde connaît. Mais de voir un peu l'ambiance, la musique, le sérieux, la rigueur, c'est important de montrer aux jeunes qu'il y a aussi autre chose et qu'au tennis, parfois, on est un peu des branleurs, quoi. Tu vois, je vois des entraîneurs et des entraînements en France où bah ça jongle un peu quand l'entraîneur y parle. Au tennis, aux US, tu fais pas ça, quoi. Hmm, C'est oui clairement. coach, c'est cadré, quoi. Ouais. Et ça, c'est important de le montrer aux jeunes. Et moi, j'adore aller le voir. Ouais, John Roddick, t'évites de parler quand il donne les consignes. Ah, on dit que quand il gueule, il gueule, hein. Ouais. Il nous en a raconté une belle, Paul. Allez écouter l'épisode, Ouais, il est bah, j'étais sympa. là. J'étais là. C'est pas. Énorme, énorme. Ouais, c'était quelque chose. Alors, les quelques questions de fin avant de terminer. Est-ce que tu as un livre que tu recommanderais aux gens qui écoutent le podcast qui t'a inspiré dans ta vie? Un livre. Je vais pas te mentir, non, j'ai pas de livre qui Même m'inspire. pas un seul qui, à un moment, t'a attrapé et que t'as dévoré en 3 jours? Walou. Alors, j'ai pas lu beaucoup de livres. Je vais être très honnête, mais j'en ai un que j'ai lu, c'était celui d'Agassi. Ouais, open. C'est l'un des seuls que j'ai lu. Un film et un seul à recommander. Euh, Forrest Gump. Le concert le plus ouf que t'aies vu de ta vie. Tiens, c'était il y a pas longtemps, concert d'un pianiste qui jouait du R&B avec des bougies partout là. C'était où? C'était à Paris. Ah, génial. Ouais, Dans quelle salle?
Je sais plus la salle. Dans une église. Ok, Non, super, non, non, pas merci. dans une église, mais un pianiste de dingue qui jouait que du rap et du R&B. Il reprenait les morceaux au piano et il y avait aucune lumière, il y avait que des bougies à côté et fantastique moment avec des potes et c'était génial. Ah, génial. Ben justement, l'expérience la plus ouf de ta vie. Alors, j'imagine que la naissance de ton enfant il y a 4 mois est fabuleuse, mais qui sort de cet événement-là? Qui sort de cet événement-là, bah écoute, j'ai envie de te dire mes années universitaires. Hein. Eh ben voilà. Allez, c'est reparti. Non, 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 mes années universitaires, forcément, Ben forcément. alors, du coup, dis-nous la quintessence du truc qui en fait que c'est l'expérience la plus folle de ta vie. Bah, la plus folle, le petit gars qui vient d'une petite ville où qui parle pas un péco anglais et ouais, t'arrives à l'aéroport à Charlotte et puis c'est tout le processus en fait d'en chier pendant 4 mois à parler avec les mains et puis rencontrer une nana mais qui te fait galérer pendant 3 mois et puis les copains dans l'équipe et tu comprends rien parce qu'ils parlent que espagnol les mecs dans l'équipe et tu gagnes la conférence et en fait, tu communiques avec ton coach, mais tu comprends rien à ce qu'il dit ton coach parce que ça fait 4 mois que tu comprends pas l'anglais et c'est tout en fait, c'est toute cette expérience-là ou qui est assez fantastique. Au début, tu t'en rends pas vraiment compte sur place, mais quand tu y réfléchis 10 ou 12 ans après, tu te dis mais c'était dingue en fait ce que j'ai fait. Et c'est pour ça Ouais. qu'aujourd'hui, j'ai autant de kiff à faire mon job c'est parce qu'aujourd'hui, je paierais pour retourner là-bas. Mais vraiment, je paierais très cher. Et quand je fais des voyages et que je vais dans ces mastodontes d'universités, de UCF, de Texas A&M, et que j'ai des coachs qui m'écrivent en disant le prochain voyage, c'est chez moi, bah vas-y, grave, quoi. C'est trop cool. C'est Et énorme. quand j'emmène un groupe de 20 joueurs dans le stade où il y a 105 000 places, le match de football à Texas A&M contre Ole Miss, que moi, je suis malade comme un chien, je peux pas rentrer dans le stade et je dis à Hortense, profite, je prends un Uber, je rentre parce que je suis à 2 doigts de vomir et que je rate ça, mais je suis défait, quoi. Ah Mais ouais. le sport universitaire, comme personne ne peut le comprendre, il faut le vivre pour le comprendre. Waouh. Voilà une belle quintessence. Et ils s'appelaient comment les athlètes dans ton université à toi? Mes coéquipiers, Ouais, enfin non, ah, nous, on il y était a les Saints. Sense? Les Saints, avec un Ça saint, ça veut dire quoi? un saint. Saints, Ah nous, on d'accord, était ok. leader de lys et on était les Saints, S-A-I-N-T-S. Tu m'en fais un beau de ça, toi. Exactement. J'ai Et ce qui est demandé marrant, à... c'est que, regarde, j'ai un truc, c'est que j'ai envoyé un ou deux joueurs là dans ma fac à Limestone et ils m'ont envoyé une photo. Il y a encore un trophée avec écrit Antoine Ledoré dans le bureau du coach avec Player of the Year, je crois, ou Ah, MVP. incroyable. Il me dit putain, en fait, l'agent, on a un agent, c'est une resta dans l'équipe quoi. Dans, Magnifique ça. C'est beau ouais, c'est ça. dans des petits trucs qui sont J'ai sympas. j'ai demandé à Paul, lui, sa université, c'est les Knights, les Chevaliers. Je lui ai dit, parce que lui, c'est récent, là, ça fait que quelques mois qu'il y est. Je lui ai dit, est-ce que tu te sens chevalier? T'as mis combien de temps à te sentir sain? Mais un vrai sain, attention, hein. Et à s'encourager, à le respirer, le truc, à le vivre. Tout de suite, en vrai, tout de suite. Ah ouais, t'as pris le pli, dire. Ah, mais toi, t'es américain dans l'âme, c'est pas pareil. Non, mais tu es obligé de te mettre dans le mood. Moi, j'ai vu Polo là il y a 3 semaines. J'ai vu Polo en France aussi, mais c'est un autre homme. Sophia Biolay qui est pareil, qui est là-bas. Liam Branger que j'ai envoyé qui est à -4, qui est à UCF, qui est le mec le plus calme, le plus gentil. Mais là, tu le vois hurler, les veines, c'est fantastique. Et en fait, tu te mets dans le bain Ouais. parce que t'as la foule qui est derrière, t'as les copains sur le terrain numéro 1 qui gueulent ton prénom alors que t'es sur le terrain numéro 6 et tu vis un truc que t'as jamais vu en fait. Alors oui, tu les vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais tu te mets dans le bain et en fait tu prends goût à ça. Et si tu le fais pas, les coachs peuvent te le reprocher. On Hmm. te reproche un peu de pas jouer le jeu, de gueuler pour les copains et c'est ça qui est beau, Si c'était à refaire, ou si ou si ta fille demain te dit, papa, je veux partir aux US, qu'est-ce que tu lui conseillerais? de bosser son anglais. Ah ouais? Bah, parce que finalement, si tu parles anglais, mais que tu joues, t'as pas un bon niveau sportif, peu importe le sport, il se passe rien. Je vous conseillerais d'avoir 18 ans de travail ou ouais irréprochable à l'école et forcément de faire le sport où elle peut être si elle veut être compétitive compétitrice j'espère qu'elle le sera en tout cas mais de se donner dès maintenant parce que c'est pas l'année de ta terminale que ça se joue quoi ça se joue les 10 années d'avant et Ouais. par contre ce que tu peux avoir le reward que tu peux avoir grâce à ton sport et grâce à ton éducation mais on se rend pas compte, mais c'est grosso modo un chèque de 400 000 balles qu'on te donne pour aller étudier dans des universités américaines avec une expérience de vie de dingue, quoi. Et tous les parents qui diront oui, mais mon fils ou ma fille doivent passer par une époque d'insouciance où on n'est pas en mode start-up à créer 10 ans d'expérience pour partir, laissez-les tranquilles, tu leur réponds quoi? Pas de problème.
Pas de problème. Aujourd'hui, on est dans un monde ultra concurrentiel. Chacun prend sa voie, chacun fait ses choix. Il y a pas de vérité sur, c'est pas parce que ton jeune de 10 à 16 ans, c'est le meilleur français qu'il aura une meilleure carrière plus tard. Tu vois, chacun fait ses décisions. Certains prônent le sport, certains prônent les carrières pro. Écoute, chacun sa voie. Tout ce que je sais, c'est que le sport est une école magnifique de la vie et qu'elle peut t'ouvrir des portes de dingue. Et je le répète, c'est pas fait pour tout le monde. Les US, c'est pas fait pour tout le monde. Mais par contre, ce que tu peux vivre grâce au sport et aux États-Unis, c'est décuplé. Et je pense que c'est comme si tu gagnais la Coupe du Monde tous les jours, quoi. C'est dingue, quoi. Merveilleux. Je pense qu'il y aura un paquet de monde qui, entre, j'en sais rien, 15 et 65 ans qui vont avoir envie de partir aux US après cet épisode. Franchement, Ouais, écoute, même moi, j'ai envie d'y retourner, là. T'es fort, t'es très fort. en vrai, t'as vécu des expériences de foot toi aussi là-bas, non? Ouais, incroyable, incroyable. Je suis tombé sur un coach un peu forcené, en mode GI, où on faisait de l'entraînement physique à 5h20 le matin, c'était un peu intense. C'était pas le plus fin tacticien, mais franchement, l'expérience, je la, je l'enlèverai jamais de ma vie, malgré le côté un peu difficile, un peu warrior, machin et tout. Non, incroyable, très formateur, très, très formateur. Ouais, puis tu vois autre chose. Et puis ça te change un peu, ça te forme. Ouais, juste pour terminer, il y avait beaucoup de Sud-Américains dans mon équipe. C'est toujours le cas. Il y en a toujours énormément qui partent. Ils ont la cote, ouais, les Sud-Américains. Bah, ils ont cette grinta, et Ouais, c'est des grinders, quoi. On appelle ça là-bas des grinders. C'est des mecs qui lâchent rien, qui sont derrière leur ligne et puis qui lâchent des bamos dans tous les sens. Les coachs adorent ça. Les ouais, ouais. Français ont la cote aussi, hein. On sait jouer au tennis, hein. Techniquement, tactiquement, on est très, très apprécié. C'est là-dedans qu'on n'est pas bon, mais Ah c'est ouais. des Espagnols dans une équipe. Ils ont peur, les coachs, parfois de s'engager sur des Français en se disant, oh là, ça va être une mouilleuse ou un feignant sur l'entraînement physique. Alors, c'est pas le côté feignant mouilleuse qui fait peur au coach, c'est est-ce que le gamin va être coachable? C'est surtout ça. Est-ce que le Hmm. français va être coachable? Parce que le français, il a quand même cette réputation de rechigner un petit peu et il sait un peu tout, en fait. Il a un peu tout fait, tout vécu. C'est vrai. Et parce que oui, on sait jouer au tennis, que tactiquement, techniquement, on est très fort, on est les meilleurs du monde. Mais par contre, quand il s'agit de se faire mal et de se mettre dans le rouge, on n'est pas les meilleurs là-dessus. Ouais. Eh ben, grand merci Antoine, merci d'avoir pris le temps. J'ai pris un kiff énorme à travers cette discussion. J'ai appris un milliard de trucs. J'espère que c'est le cas pour tous les auditeurs et auditrices. Et puis à très vite. Merci Max, merci pour ton temps, trop cool. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Allez, Merci d'avoir écouté ce 3e épisode avec Antoine Ledoré de notre série College Tennis en université américaine, de 7 épisodes en collaboration avec la French Touch Academy au Cap d'Agde, qui a pour but de mettre en place tous les services nécessaires pour partir étudier aux US avec une bourse à la clé. Si besoin, je mets tous les liens en description de l'épisode pour vous documenter et aller vivre une expérience qui changera votre vie ou celle de vos enfants. Dites-nous en commentaire ainsi qu'avec un like et 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify si le format vous plaît. Ça aidera l'épisode à bien marcher et si vous avez des questions en lien au parcours universitaire américain, postez-les ici en commentaire ou vous pouvez me les envoyer par mail à max@tennislegende.fr. Je ferai le nécessaire pour y répondre dans les prochains épisodes. Allez suivre le compte Insta de la French Touch et d'Elite Athlète également. Pareil, je vous mets les liens en description si besoin. Mon Graal à moi depuis quelques mois, c'est d'aller filmer pour vous montrer à quoi ressemble une ou plusieurs universités américaines. Donc si vous avez des contacts de coach ou autres qui peuvent m'aider, envoyez-moi par mail peut-être un petit coup de main ou ici en commentaire ou sur LinkedIn à Max Zamora. Peu importe, mais merci par avance de votre aide. J'ai envie d'accélérer sur ce sujet à partir de septembre. Donc ça se joue évidemment dès maintenant. Voilà, c'est tout pour cette semaine, les légendes. Si vous prenez le train en route de cette série d'épisodes, allez écouter ceux avec Charles et Paul. Vous allez vous régaler. Donc Charles Offray, le directeur de la French Touch, qui est un des pionniers au niveau de l'envoi de jeunes aux US. Paul, qui est un jeune lui-même qui est arrivé aux US il y a peu. Vous devriez vous régaler et envoyez-les autour de vous. Ces épisodes, ils peuvent aider d'autres jeunes ainsi que leurs parents à vivre donc une expérience exceptionnelle. Et par ailleurs, le bouche à oreille nous aide comme jamais à développer l'audience de ce podcast. Donc, même si vous avez un pote de 75 ans qui a vécu dans le Wisconsin il y a une 50aine d'années, envoyez-lui, ça lui fera plaisir. Voilà. C'est tout, on y est, prenez soin de vous et à très vite les légendes. Ciao.